Allez, bonjour à vous, madame, monsieur, bonjour à tous. Merci encore de nous retrouver ce matin sur votre télévision Equinox TV avec 10-12, le Zénith. Un peuple décidé à lutter pour sa liberté et son indépendance est invincible, disait Omniobé alors qu'il était au Maquis le 3 janvier 1957. Un peuple décidé à lutter pour sa liberté et son indépendance est un peuple invincible. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, ce matin encore. Et avec vous, nous tenterons de comprendre exactement quels sont les réels sujets qui gravitent aujourd'hui autour du Cameroun. Jean Manga Onguéné, la toile vient de tuer l'ancien footballeur camerounais, notamment Ballon d'Or en 1980 aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette sortie des internautes camerounais à tuer Jean Manga Onguéné, qui, sait-on effectivement, était malade depuis un petit moment? Pourquoi en arriver là aujourd'hui? On s'en souvient des cas des artistes, entre autres, qui ont été longuement tués par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on aurait changé de cas. Partant des artistes, désormais, on serait en train de tuer également les footballeurs. Et également, qui est-il exactement? Joseph Espoir Billon qui demande pardon au professeur Maurice Kamto. Lui, se souvenant justement que le professeur Maurice Kamto avait, avec le MRC, choisi de ne pas aller aux élections régionales. Enfin, il a compris. Nous l'avions longuement écouté et il fait aujourd'hui le tour sur la toile avec ce petit vidéogramme dans lequel il demande pardon à Maurice Kamto. Qui est-il exactement? Que s'est-il passé? Comment comprendre sa posture aujourd'hui avec bien évidemment son parti? Pourquoi le journal L'Avenir titre également Le bluff jusqu'à quand concernant Célestine Cortez Ketcha Cortez effectivement? Comment expliquer qu'à quelques jours du Chian qui sera organisé au Cameroun, que la ministre choisisse de faire le tour du Cameroun aujourd'hui pour sembler vérifier les nombreux chantiers qui en réalité devraient être rendus depuis un petit moment? Peut-on aujourd'hui filtrer véritablement son entrée ou son tour du Cameroun pour vérifier ces chantiers? Comment expliquer que jusqu'à présent qu'on n'ait pas de résultats probants, notamment en ce qui concerne son ministère, et qu'elle choisisse aujourd'hui de s'acharner véritablement sur le directeur général de la SIC, la Société immobilière du Cameroun? Qu'est-ce qui se passe finalement dans son ministère? Peut-on lui faire confiance? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est une femme de choix dans le gouvernement, le tout récent de Paul Biya? Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, sur 10 le Zénith. La grande famille encore est au complet. Charles Amel Mbatou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Bonbon Bengan Kandji, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Monsieur Christophe Bobi Okono, directeur de publication de l'hebdomadaire Kalara, sa collaboratrice Irène Mbezele et le journal Kalara devront attendre jusqu'au 18 décembre pour savoir, 18 décembre prochain bien entendu, pour savoir le sort que les réservera la cour d'appel du centre. Ils étaient passés vendredi dernier devant cette cour. Ils ont demandé le report du procès dû au fait que les avocats et leurs avocats ont engagé un processus d'accrocher leurs robes comme l'a exigé le Conseil de l'ordre. Le juge n'a pas voulu les entendre. Ils ont passé sans leurs avocats. Ils ont demandé un certain nombre de faveurs et même de preuves. Le juge ne les a pas écoutés. Et ils ont, Bobi Okono, Irène Mbezele et Journal Kalara sont poursuivis pour diffamation par une députée RDPC. Eux, avec beaucoup de choses. Maître Fotso, des choses. Mais Bobi Okono et sa collègue voudraient montrer les preuves. Et semble qu'ils avaient été d'ailleurs condamnés en première instance et avec même déferment en audience. Heureusement qu'ils avaient payé les 3 millions. Mais pour les 10 millions, en plus pour dommage, ils ne l'ont pas encore fait. Ils ont interjeté appel. Mais on veut bâillonner la presse au Cameroun. Est-ce que les preuves apportées par nos confrères ne seront pas suffisantes pour les disculper? Parce que là aussi, il y a de manipulation, de corruption et même d'achat de conscience. Attendons quand même le 18 décembre 2020
soutenons Bobby Okono Kalara et Irène Bézélé. On vous dira peut-être, mon Bengan, qu'en réalité, lorsqu'un procès pendant en justice, on n'en parle pas, on ne commente pas, mais c'est la presse aujourd'hui qui semble être véritablement bâillonnée, vous le dites très bien, avec l'affaire Bobby Okono. Mais il va falloir préciser, bon Bengan, que le témoin à la barre a apporté un certain nombre d'éléments, mais celui-ci n'a pas été pris en compte, c'est ce qui est bien dommage. Et même si Bobby Okono tient, dit-il, les preuves, d'ailleurs un élément sonore où celle-ci a tenté justement de le corrompre en lui remettant de l'argent et qu'il ait refusé. Jusqu'à présent, le tribunal certainement aurait, dit-on, fait le choix de plaider en faveur de Maître Photo aujourd'hui. C'est un sujet qui interpelle la presse et dont on ne devrait forcément pas s'en défaire. Bobby Okono mérite le soutien de la presse camerounaise en général. Charles Amem Bachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Gachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Quelle est l'identité de la personne qui se cache ou qui s'est cachée ou qui a fomenté les signatures des chefs traditionnels? Cette question se la pose. Bien que certains avancent que c'est une élite d'une de surcroît qui occupe de hautes fonctions, qui aura fait le tour dans le pour pouvoir attraper Xia et là des chefs pour faire des signatures. Première remarque, lorsqu'on parcourt la liste des chefs, c'est que c'est des chefs inconnus. Pour la plupart, il y a quelques noms simplement qui transparaissent, c'est des chefs inconnus. Deuxième autre fait... Dans l'Indé, vous dites? J'ai dit l'Indé, j'ai dit les chefs, la liste des chefs de l'Ouest. Je parle de cette élite, notamment, c'est une voix qui s'élève pour dire que c'est une élite qui occupe d'une grande fonction, M. Michel Gachou, et qui aime bien toucher du doigt. Voilà, M. Michel Gachou. Alors, il faut dire que à ce niveau, on va retrouver le Fauteni Detiojan, qui a signé dans la première liste des chefs contestataires pour les Bamboutos. Et dans la deuxième liste des chefs qui se sont dédiés, il a signé pour le compte de Bamensingé. Ça m'a quand même étonné. Comment est-ce qu'il peut signer en tant que contestataire pour les Bamboutos et il vient signer favorable? Il vient s'engager pour le compte de Bamensingé. Première interrogation. Deuxième interrogation, c'est que l'un des chefs signataires se trouve être encore au Lakam, notamment le chef Bangafokam. Le chef qui est au Lakam n'est pas encore chef. Il est chef lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a reçu pratiquement tout l'onction du village. Au Lakam, on l'appelle encore Menkam. Mais comment se fait-il que on est parti voir le chef Bangafokam, Sa Majesté Kouachou Jules Roland, pour lui faire signer cela encore au Lakam, alors qu'on prépare sa sortie officielle? Non, ce type de tripatouillage. On a vu le chef de Mal Antoine. On est parti chercher des villages dans les tréfonds de Fouman. Pourquoi le sultan de Bamou n'a-t-il pas signé? Il y a trop d'interrogations derrière, ce qui démontre un aplaventrisme total. Vraiment. Attendons bien sûr de voir. Charles Amel Bachou, étant donné que le sujet est assez intéressant pour tout, on va dire toute la communauté de l'Ouest aujourd'hui, parce que tous les chefs cette élite a fait le tour, il n'y a pas longtemps, elle a fait le tour dans tout le Ndé, le Noun, l'élite est bien connue, éteindre les feux et tout. L'élite est bien connue, et ce qui est dommage, c'est qu'il y a un petit village à Baganté, notamment à Babou précisément, où le chef n'est toujours pas installé dans le petit village Babou, pas très loin de Bangoula, où justement là-bas, il s'est dit que c'est cette élite qui est en train de poser un problème là-bas. Elle jouit justement de son titre de reine-mère au sein de la chefferie. Elle aurait même dit d'ailleurs que l'ancien chef, en mourant, lui avait fait des témoignages. Cette personnalité. Ah ben, c'est très grave quand même. En tout cas, on comprend justement que cette élite fait tout pour coincer et cogner les têtes des populations à Baganté précisément. C'est inacceptable. Gary Sontia, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs. Même si le jour n'est pas bon, des viols, encore des cas d'abus sexuels au Cameroun. Vendredi dernier, 2 cas d'abus sexuels ont été enregistrés, notamment à Banganté, où un enseignant a sodomisé son élève de 14 ans et a masqué cet assassinat comme si c'était un suicide ou une pendaison. Et ici à Douala, une élève de classe de 5e a été sodomisée, elle aussi, dans un collège du côté de Niala. Le même vendredi. On sait justement que il y a le vent des nominations qui arrivent là.
Et de plus en plus, vraiment, il est important d'interpeller les familles, les parents, les Camerounais à être extrêmement vigilants parce que là, attention, on risquerait de vivre des choses difficiles. Vous dites les femmes. Les femmes. Les femmes contrôlent les enfants, l'homme contrôle la femme. Merci beaucoup. Les femmes contrôlent les enfants, l'homme contrôle la femme. Très bien. Merci infiniment. Bonjour Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Allez, l'histoire de ce matin, nous vous écoutons. L'histoire de ce matin est particulière parce qu'elle nous vient de la France avec un ressortissant français marié avec une Camerounaise qui dit qu'il suit les élites depuis un moment et il a décidé de nous écrire parce que ça fait 2 mois, rien ne va plus. Il vit dans un appartement, dans un immeuble et au-dessus de lui, il y a une famille d'Africains qui vient juste de s'installer il y a sensiblement 2 mois. Et il dit qu'au départ, tout était facile, c'était acceptable, c'était paisible, jusqu'à ce que les voisins ramènent leurs 4 enfants âgés entre 5 et 11 ans. Et depuis l'arrivée de ces enfants-là, rien ne va plus. Il se plaint de ce que les parents hurlent toute la journée, les enfants crient de leur côté, les parents crient, ils grondent, ils tapent, les enfants pleurent, cassent tout, courent partout et c'est un problème pour lui. Il raconte qu'avant ce couple d'Africains-là, il y avait des étudiants qui vivaient au-dessus, toujours venus d'Afrique, mais cela n'était pas aussi bruyant que cette famille qui vient de s'installer. Il mentionne qu'il ne voudrait pas être traité de raciste, donc si ça avait été des Italiens, des Portugais, des Français ou des Africains, cela importe peu, tant qu'il a la tranquillité qu'il recherche. Il raconte qu'il paye son loyer du 1er au 30 et il aimerait avoir la paix parce qu'il est conducteur d'engins lourds et ça demande parfois du repos. Il raconte également que cette famille-là, ce sont des parents irresponsables parce qu'ils ont énormément d'enfants, ils n'arrivent pas à s'en occuper. Et il s'est rendu compte que les enfants dormaient à même le sol, dans une maison, dans un studio de 25 mètres carrés, que lorsqu'on veut faire des enfants, il faudrait qu'on puisse être au minimum responsable et leur donner une certaine éducation à ces enfants-là sans gêner les autres. Le problème donc de cet homme qui dit qu'il ne veut pas adopter la méthode française... C'est un blanc. Oui, c'est un blanc. D'accord. Oui, il ne voudrait pas adopter la méthode française qui veut qu'on aille se plaindre aux autorités, à la police et avoir à traîner ces gens-là partout à cause de nuisances sonores, puisqu'il écoute ici et que ce sont des gens qui viennent d'ici. Il aimerait savoir quelle est la méthode bantou pour essayer de parler avec ses voisins qui visiblement ne veulent pas prêter l'oreille à ces récriminations. Merci beaucoup. Alors, vous dites qu'il est où? En France, c'est ça? Oui, à Toulouse. Il est à Toulouse, en France. Bon, on va l'appeler de la porte, oui. Il est français, il nous regarde sur tous les jours. Une Camerounaise. Il est marié à une Africaine? Une Camerounaise. Très bien. Et donc, au-dessus de sa maison, il y a d'autres Africains qui sont venus y vivre. Et il se demande si sa belle famille vient lui rendre visite, est-ce que ce sera aussi bruyant? En tout cas, on va tenter ensemble. Bonjour déjà à vous qui nous regardez de la France ce matin et merci de l'intérêt que vous portez à 10 le Zénith. Si vous êtes français en même temps, on vous donnera nos explications africaines en même temps. Et Mbomo Bengam Kandji, comment est-ce qu'on résout ça? Vous quand même qui avez fait un peu le tour, on est revenu au Cameroun. Parce que vous êtes un ancien benguiste. Dites-nous, vous viviez comment là-bas avec les autres? Je là-bas fait quoi? Voilà. Vous étiez quand même au monde diplomatique, vous avez fait le tour. Dites-nous, vous viviez comment là-bas avec nos frères là? Non, les Anglais, leurs cousins anglais ont l'habitude de dire « Love me, love my dog ». Love me, love my dog. Voilà, d'accord. Donc lui, en quittant là-bas, en laissant toutes les Françaises et même les Guadeloupéennes et tout, pour venir épouser une Camerounaise, qu'est-ce qu'il a épousé? La culture. Voilà. Quand il vient, a-t-il été, j'allais dire, soumis au processus de la dot? Oui. Voilà. Quand il le fait donc, ça veut dire qu'il épouse l'Afrique. Toute l'Afrique. Il épouse l'Afrique. Ça veut dire, moi je conseille d'abord à sa femme de faire venir le maximum de tes frères et sœurs en France, parce que vous êtes des papiers. Il faut occuper toute l'Europe. Première chose, peut-être ça, il n'avait pas mis ça dans son plan, dans son programme, mais moi j'ajoute ça comme un autre problème. Il faut envahir l'Occident. Toute sa famille là-bas. Il faut envahir tout l'Occident. Vous qui avez les papiers, faites intégrer parce que c'est notre argent qu'ils utilisent là-bas. C'est notre argent et ils prennent même ça par la rapine partout. C'est ça qu'ils utilisent. Deuxième chose, pour revenir au
problème précis. Justement, dans Love Me, Love My Dog, il y a que comment apprendre à vivre, justement, comment ils vivent là-bas avec le rhum, avec les Sud. On commence à les chasser. Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est l'Afrique. Nous avons notre style de vie. Est-ce que si je tape mon enfant, parce que là-bas, mon enfant, même de 12 ans, n'ira jamais appeler la police en disant que papa gronde. Du tout. Ça veut dire que l'enfant, je lui dois donner des instructions, il n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas. Genre, je rentre, je tape l'enfant. Je tape sur l'enfant. Leur maman aussi les gronde. Mais si ces eux ne grondent pas, doivent apprendre que le monde est un village planétaire. Vous ne pouvez donc pas parler de village. Et au village, on se rend visite, on s'entretient. C'est eux qui ont apporté cette idée et cette expression. Mais vous dites village planétaire et vous voulez que chacun reste chez lui. Pourquoi? Ce sont donc ça les orientations de la mondialisation, telles que imprimées par deux personnes, Margaret Thatcher et Ronald Reagan. François Mitterrand et Helmut Kohl ont suivi après. Parce que peut-être les gens ne savent pas. C'est fait partie de ce qu'on appelle les 10 points de consensus de Washington, imprimés et orientés et résumés par un ancien vice-président de la Banque mondiale qui était économiste en chef de l'institution qu'on appelait John Williamson. Donc, ça veut dire la chose simple suivante. Quand vous allez quelque part, vous épuisez tout cet environnement-là. Vous ne pouvez donc pas, justement, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand la mondialisation est venue, chacun a commencé à faire un repli identitaire. Oh, mais pour vous parler donc de village, c'est quoi? Voilà les contradictions sociales que l'Occident ne connaît pas. Précisément parce qu'il ne maîtrise pas ce qu'on appelle la théorie de la complexité. C'est ça la théorie de la complexité. Vous épousez quelqu'un, vous ne pouvez plus dire « Ah oui, hein, ma femme, c'est mon enfant, c'est ma... » Non, ça n'existe plus. C'est tout un environnement. Et que ferait-il? Parce que ça aussi, j'ai vécu ça. Un voisin a un boa qui a avalé l'enfant de quelqu'un, de voisin. Mais bon, on a fait... Et on a dit... Il n'a jamais été inquiété. On dit « Ah, le serpent a fui, il allait avaler l'enfant de quelqu'un. » Voilà quelle mondialisation veut. Là, ça leur rend plaisir que de monter à l'état supérieur en disant non voisin, s'il vous plaît, voilà. Parce qu'on ne maîtrise pas ces contradictions sociales-là qui les amènent à créer des émissions, par exemple, du genre 8 milliards de voisins. Voilà, il y a 8 milliards de voisins. Ouais. C'est donc 8 milliards de voisins voudrait dire qu'il y a des relations cordiales avec le voisinage. Parce que Mbomboke est rentré aujourd'hui, il a tapé sur son fils, dit hey, mon frère, s'il te plaît, voilà, et ça m'a dérangé. Voilà, entre nous donc les relations de convivialité, je saurai désormais que mes voisins, je ne dois pas les mettre mal à l'aise, même si il faut que je compte. C'est ça la convivialité, c'est ça le voisinage et c'est ça la société. Mais est-ce qu'en réalité également, lorsqu'on est africain, on quitte son pays, l'Afrique, si vous voulez, on est immigré, on quitte son pays pour un autre pays. Est-ce qu'on devait aussi épouser quand même les réalités contextuelles de ces pays-là, car ils sont tiers, pour ne pas emmerder les voisins? Le problème dans cette histoire, c'est est-ce que le couple africain a grandi là-bas? Ça fait 2 mois qu'ils sont installés là. En Europe? Du moins dans l'immeuble. Si ce couple africain n'a pas, si c'est que l'homme et la femme de ce couple n'ont pas grandi en Europe, je vous assure que c'est comme ça que les enfants vont tous se comporter. Ils auront du temps pour s'adapter. C'est-à-dire, ils vont arriver à l'école, ils vont avoir les mêmes comportements. Et c'est à l'école qu'on va les cadrer. Vous savez que le comportement des personnes n'est pas forcément dépendant de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Parce qu'avant cet environnement, ils étaient dans un autre environnement. Donc l'environnement où vous trouvez pour l'instant, vous l'adaptez. Vous apprenez à vous y faire. Qui va s'adapter? Le nouveau couple qui vient d'arriver. Vous apprenez à vous y faire. Et pendant ce temps, votre entourage aussi apprend à se faire avec vous. C'est comme ça que ça se passe. Parfaitement. Il n'y a pas une manière autre que ça. Pendant que certaines vont perdre leurs habitudes, il y en aura qui vont gagner d'autres habitudes. Pendant que ce monsieur, il dit qu'il a une femme camerounaise, il n'a pas encore d'enfant.
Donc quand ils vont avoir l'enfant, ils ne connaissent pas encore Ils le n'ont pas comportement de mentionné. l'enfant. Ils Non, n'ont pas mentionné. il ne connaît pas encore le comportement. Et même s'il connaît le comportement de l'enfant, ce sera justement parce que lui, il a une attitude et sa femme aura une attitude parce qu'elle s'est vite adaptée, elle est adulte. Par contre, pour les enfants, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et chez nous, en Afrique, on préfère que les enfants soient turbulents que recroquevillés. Parce qu'on se dit que lorsqu'un enfant est turbulent, c'est facile pour nous de connaître quand il ne se sent pas bien. Alors que lorsqu'un enfant est très recroquevillé, lorsqu'il ne se sent pas bien, on n'arrive pas à le Dans savoir. le cas d'espèce, justement, on propose que le Français qui se plaint peut prendre les marches, aller voir ceux d'à côté et dire... Tout s'il vous plaît, simplement. Oui, ça se règle entre la voisins. solution. Tout simplement. C'est Il ne peut pas. Ce n'est pas une situation qu'il doit emmener en justice, je vous assure. Il ne peut Ça pas veut parce dire qu'en Europe, tout ce genre non, de je vous justice au explique commissariat. pourquoi il ne devrait pas aller au commissariat avec cette affaire. Parce que si ce couple a 6 enfants, c'est 6 enfants que les deux ont pensé avant de faire. Lui, il va se lever aller au commissariat. Et peut-être la justice pourra décider qu'ils ont même trop d'enfants, on va commencer à retirer 1 ou 2. Parce que chez eux, ça ne badine pas. On va dire, parce que lui, la manière qu'il fait, une famille parce qu'on estime que les enfants bougent parce que beaucoup. lui, il intègre jusqu'au jugement. Il dit que ses parents ne sont pas responsables. Ils ont fait jusqu'à 6 enfants. Son problème, c'est quoi? 4, 25 mètres. 4 enfants. Son problème, c'est quoi? S'ils ont 4 enfants. Chez nous, en Afrique, on vit dans 25 mètres carrés avec 6 enfants. C'est pas pour autant. Même 10. Non, c'est pas pour autant que je dis qu'il faut faire ça. Mais je dis que c'est un couple qui a une manière de vivre. Ouais. Et il n'est pas question que ce monsieur aille en justice ou au commissariat avec ce problème. Il va fragmenter une famille. Parce que chez eux, pour vivre dans un studio, il faut être 2 au max. Maximum. Pour vivre dans un appartement, oui, pour vivre dans un appartement, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui gagnent un salaire. Vous voyez que c'est compliqué. Très bien. Et si c'est seulement l'homme dans ce couple africain-là qui gagne un salaire et il réussit à manager pour nourrir ses 4 enfants et son épouse, lorsqu'il va aller en justice avec, on va d'abord estimer qu'ils sont trop nombreux d'abord pour un studio. Il va falloir diminuer le nombre de personnes. Après, on va dire que le salaire de l'homme ne permet même pas de nourrir la femme et les 4 enfants. On va commencer à scinder. Non, ça ne va pas marcher. Donc, parce que ça va pousser... Il risque de tuer celui social. Oui, parce que ça va faire en sorte que... C'est pour ça que vous voyez que certaines fois, nos sœurs là-bas préfèrent divorcer. Parce que quand elles sont divorcées, elles ont les possibilités d'avoir des allocations familiales et autres. Pourtant, lorsque vous avez même des enfants, l'État vous accompagne lorsque vous en avez beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Et prenons l'avis Vous de êtes Charles français. Hamel ce matin sur la question. L'histoire de ce matin, Charles Hamel, quelle interprétation vous en Vous faites-vous? donnez l'intelligence à la femme, elle va divorcer. Monsieur Michel Gachou, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Jean Dupuis. Jean Dupuis. Jean Dupuis. D'accord. Monsieur Jean Dupuis vient d'adopter une femme, il se déplace de l'Europe, il arrive au Cameroun et toute la belle famille est là. Le grand-père partant de l'arrière-arrière-grand-père, arrière-grand-père, le grand-père, bref, les successeurs, tous sont assis à la maison pour accueillir le beau, le blanc qui vient épouser. Le blanc dit, ok, comme la famille est là, il ouvre, donc il prend les litres là, les whisky en litres là, il demande qu'on partage, monsieur Michel Ngachou, les verres, on partage les verres, il vient, il sert un peu, il sert, après il part garder. Le grand-père dit, mais attends, ce type-là, tu ne l'as pas tropicalisé avant de l'amener ici. Le blanc dit, non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la police, vraiment l'alcoolisme. Le grand-père dit, mais il est fou. S'il commence ça avant le mariage, on va faire comment quand il va se marier? Tout le monde s'est levé et c'est comme ça que le problème de la dot est terminé. Elle est repartie avec Jean Dupuis. Jean Dupuis parce qu'on a dit, mais monsieur, un gars qui nous refuse à boire là, il vient ici un peu, il rentre. S'il y a un problème, est-ce que ce gars pourra en dire non? Il ne va pas réagir. Donc, c'est pour dire que ce monsieur en occupant cet appartement avec cette Africaine, premièrement, c'est une zone des Noirs. C'est une zone Certainement. des Noirs. Qu'il le veuille, il ne voulait pas le dire, mais il est dans une zone des Noirs parce que les Noirs, l'Afrique aiment vivre ensemble, même si c'est Ghanéen, même si c'est Chinois, Ghanéen, Mozambicain, Nigérian, on vit ensemble. Donc il est dans un milieu noir. Il cache mal sa supériorité. Excusez que j'emploie ce mot. Il cache mal sa supériorité. Vous savez, la supériorité part de quoi? On commence par les comparaisons. Ils vivent dans un 25 mètres. Ils ne viennent même pas manger. Ils font trop de bruit. Alors que moi, je vis bien. C'est ça, non. Alors, pas à pas, c'est ça.
Donc moi, je suis supérieur à eux. Il est inconcevable qu'ils viennent me nuire. Mais monsieur, vous faites comme on fait au Cameroun, allez vivre à Bonandio. Il y a plein de Bonandio là-bas à Paris. Cherchez un Bonandio, vous partez vous installer. Vous quittez si vous ne vous sentez pas à l'aise. L'Afrique, c'est la joie. L'Afrique, c'est le Japap. Comme on dit sur Facebook, c'est le Japap. Le frère arrive, c'est jusqu'à 2 heures. Voilà. Qui est arrivé, on ne s'est pas vu, on a tapé les commentaires. C'est les veillés, on connaît veiller autour de la bière, du vin blanc. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est les palas. On ne fait pas une semaine sans polémique. C'est ton frère qui te pique, tu le laves, vous disparaissez, vous ne vous voyez pas. Après la semaine, il dit que tu vas me fuir jusqu'où. Vous vous retrouvez, vous riez. Après, c'est toi qui le pique. C'est ça la vie de l'Afrique. Donc, ce qu'il est en train de voir, comme Mambogla dit, c'est la vie de l'Afrique. Il n'y a en Afrique que la maison de la veuve. On dit, c'est une maxime. Seule la maison de la veuve est silencieuse. Quand vous mettez le bruit, arrêtez, je pense à votre père. Vous voulez crier, pardon, arrêtez, même je ne me sens pas bien. C'est seule la maison. Non, même celle qui n'a pas d'enfant, sa maison vit. Puisqu'on lui envoie tous les enfants, sa maison vit. Seule la maison de la veuve est silencieuse, monsieur Michel. Donc s'il avait connu cet ensemble de choses, il aurait compris que l'Afrique, c'est ça en fait. Vous ne pouvez pas rester dans une maison et les enfants, ils sont disciplinés. Non, on doit vous casser des verres. D'ailleurs, vous avez Annie Anzoué qui avait fait mon petit bébé. Moi aussi, j'ai envie de voir quelqu'un qui va faire. C'est ça l'Afrique. Bon, vous savez, chez les Blancs, dès qu'un enfant naît, il y a une domestique qu'on lui a affectée. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne vivent pas. C'est maintenant à l'ONU. À l'ONU, on a aménagé une salle pour permettre aux femmes d'aller allaiter, pendant que chez nous, on demande aux femmes qui ont accouché de ne pas venir au bureau. Et ils ont pensé aménager une salle. Oui, au niveau des services de l'ONU, je le dis, ils ont aménagé un espace pour que les femmes qui ont accouché viennent faire allaiter leur bébé, parce qu'il faut mettre en avant l'allaitement maternel. Or, ici, chez nous, c'est les femmes qui disent que les seins ne doivent pas tomber. Donc, vous vous rendez compte que c'est une sorte de dichotomie. Je suis contente que cette famille africaine a conservé ses valeurs africaines, et je suis un peu malheureux pour son épouse africaine qui, mon Dieu, elle n'est qu'une figurante dans cette histoire. Prenons bien sûr l'avis de Dominique Audrey là-dessus. Qu'est-ce qu'elle propose à ce Français qui nous regarde ce matin? Comment vivre avec les communautés africaines, cette communauté africaine, cette famille africaine voisine? Ce problème n'est pas simplement entre un Français et des Africains. Parce que même avec notre voisinage, on a ce genre de problème. Vous avez des gens qui se lèvent à 7 h du matin, mais réussissent tout de même à faire du bruit au point d'empêcher aux autres de dormir. Donc ce n'est pas simplement un problème français, camerounais. C'est un problème de mentalité. Ok. On admet qu'en Afrique, c'est le bruit, c'est la joie, on a dit, c'est la joie de vivre et tout. Mais est-ce que, parce que vous êtes joyeux de vivre, vous devez empêcher que votre voisin ne soit bien? Je ne pense pas. Parce que même si on part sous ce postulat-là, on n'a donc pas de récrimination à faire aux églises de réveil, parce que ça aussi, c'est la vie, c'est la joie et c'est de l'Afrique. Dans l'Afrique, vous ne direz pas, ça c'est une fois, monsieur Mbachou. Ça veut donc dire qu'on ne va pas se plaindre des bars qui font du tapage nocturne. Si vous voulez dire que c'est l'Afrique et tout. Non, non. Vous avez parlé de vie, de famille. L'Afrique n'a pas de bars. L'Afrique n'a pas de bars. C'est quoi qu'on a ici partout à côté des autres? C'est les robes, les brasseries, là, c'est ça. Et pourquoi vous laissez puisque ce n'est pas pour vous? Non, ne cherchez pas à vous cacher. Dans votre Afrique, il y a des bars. Et vous demandez à quelqu'un qui met son voisin mal à l'aise de continuer d'être bien. Non, on l'a pas dit. On a dit qu'il négocie avec son voisin. On n'a pas validé ça, Dominique. Si vous voulez nous critiquer, nous on est encore sur le plateau. Ne nous déformez pas le truc. On a dit c'est pas bon qu'il en parle avec son voisin, etc. Mais on disait seulement certaines commodités qui existent en Afrique. Justement, vous ne m'avez pas suivi parce que le monsieur... Non, vous avez condamné, vous avez mal interprété. Le monsieur a déjà parlé à ses voisins. Et ça n'a pas changé. C'est pour ça que le voisin demande s'il ne devrait pas s'y prendre comme des Africains. La répétition pour régler est la mère de l'école. Monsieur. Il envoie sa femme. Ah, ok, qui continue d'aller envoie sa femme. Il faudrait que les voisins aient un minimum de manière. Vous vivez avec des gens, il y a le minimum, le respect, les règles de bienséance. Ne vous levez pas le matin et vous faites le bruit alors qu'en bas, il y a votre voisin qui est peut-être... Oui, monsieur. Dominique, non, laissez qu'elle chuchote là, mais je vous en prie. Il faut qu'elle... Vous avez un homme qui passe le temps à conduire, par exemple, des engins, je dis n'importe quoi, des verres ou bien de la nourriture. S'il s'endort
pendant qu'il est au volant, il prend le risque d'écraser des gens en route ou bien de mourir. Parce que simplement pendant la nuit ou bien pendant ses heures de repos, il n'a pas pu dormir paisiblement. L'inverse, ça peut être un chirurgien qui rentre chez lui s'endormir pour pratiquer une opération le lendemain. Mais justement parce que vous en haut, vous criez, personne ne vous empêche de réprimer vos enfants. Et maintenant même la méthode fait que l'enfant peut comprendre ou pas. Demandez à l'enfant de jouer doucement, on ne va pas vous en empêcher. Demandez à l'enfant de faire ce qu'il a à faire doucement, sans gêner les voisins. Aujourd'hui, on a des gens qui mettent la musique aux premières heures du matin. On a des gens qui mettent la musique tard la nuit. On a des gens qui font des prières à 2 heures du matin. C'est la même chose. C'est du dérangement. Donc, ok, vous êtes africain, mais lorsque vous décidez d'aller vivre chez quelqu'un, apprenez à vous tenir. Merci. Auquel cas, c'est la police qu'ils auront en face d'eux et malheur à eux s'ils ne sont pas en règle. Merci. Oui, malheur à lui parce que justement, il ne compte pas le divorce. Et c'est ça donc, parce que, écoutez, parce que le particularisme, on ne dit pas non, ils sont dans leur environnement. On n'a pas demandé, et même dans l'histoire du jour, on n'a pas dit que tous les jours les enfants embêtent. Les enfants n'embêtent pas tous les jours. Et même en Afrique, est-ce qu'en Afrique, on valide le fait qu'on perturbe le voisinage? Non. Cher ami, non. Même dans ceux qui sont dans la concession, c'est pas vrai. Mais vous voulez faire comme si un comportement déviant. On dit, ah, les Africains sont, cher ami, c'est pas comme ça. Et moi, en mars 2003, en plein Paris, il y en a les Français qui draguaient les Japonaises. Et quand les Japonaises disaient oui, parce que la Japonaise, quand elle te dit oui, elle s'était. Elle ne dit rien. Elle ne savait pas que la Japonaise avait répondu favorablement aux avances. Il se mettait à l'aide. Voilà donc, c'est ça la mondialisation. La mondialisation, on n'est plus dans le particularisme. Mais donc, chacun donne du sien. On doit faire des concessions. Mais justement, c'est pour ça donc que dans la mondialisation, le maître mot, c'est la construction sociale. Que veut dire construction de la société? Construction de la société a un maître mot, la solidarité. La solidarité, on se parle. C'est ça qui manque dans le monde aujourd'hui. On se parle. Voilà. Bon, Bengan, vraiment sur la mail. Est-ce que vous pouvez le faire en 30 secondes? Je vous en prie, parce qu'on est tenu par votre Monsieur temps. Michel Ngachou, dans l'une de vos déménagements, lorsque vous occupez une maison, vous êtes venu sur ce plateau qui avait un enfant qui attendait une heure particulière pour pleurer. Oui. Vous vous souvenez de cette histoire que vous nous avez racontée? Donc, vous n'avez pas lorsque le parent répétait l'enfant. Cette heure, vous avez dit particulièrement, donc vous, cet enfant pleurait. 4-5 voilà. Ça, c'est des phénomènes qui interpellent la communauté, qui interpellent pourquoi ces différentes heures. Là, vous l'avez dit. Mais vous avez des enfants qui jouent. Comment pouvez-vous régler le volume du jeu d'un enfant? Même là, au niveau du tribunal, comment est-ce qu'on peut régler? Franchement, expliquez-moi, comment est-ce qu'on peut régler si ce n'est comprimer l'enfant? Vous avez des enfants, tant qu'ils ne sautent pas, il n'est pas en joie. On ne peut pas compter, même chez les Blancs, vous avez des enfants. Le malin, c'est même qu'ils n'ont même pas d'espace là. Merci beaucoup. Le malin, c'est qu'ils n'ont même pas d'espace. Imaginez s'il y avait l'espace. Madame, messieurs, restez des nôtres. N'oubliez pas que quand vous parlez, je regarde tous ceux qui nous regardent en Komkana ce matin, Komkana précisément, comment on vit là-bas en fait. On est tellement proches qu'on mange partout, on vit partout. Aucun parent ne se plaint là-bas. Salut à vous, la colère. Ce jour, sur la question du manque de matériel et de médicaments dans les infirmeries des établissements scolaires de ce pays. Faites le tour des 10 régions du Cameroun. Faites le tour des établissements scolaires, tant du Mineduc que du Minesec, même du supérieur, ajoutons-le. Vous allez vous rendre compte que l'infirmerie est le parent pauvre dans l'éducation. L'infirmerie des écoles. Allez faire un tour dans les écoles publiques et demandez où se trouve l'infirmerie. Le chemin pour y parvenir vous fera vomir, dégueuler tellement l'environnement sera nauséeux. Où va donc l'argent alloué aux infirmeries dans nos établissements scolaires
dans ce pays? Telle est la question qu'on est appelé à se poser. Chaque année, on vote les budgets. Et dans les budgets par établissement, dans l'éducation, d'ailleurs on a 248 milliards, il y a l'argent de l'infirmerie à l'intérieur. Quelles sont les différentes routes que prennent l'argent des infirmeries? Ça arrive vraiment? C'est au niveau du proviseur, l'inspecteur départemental, l'inspecteur pédagogique. C'est à quel niveau? Ou à la délégation régionale? Point d'interrogation. Pour parler des infirmeries, posons-nous les bonnes questions. Quelles sont les pathologies prises en charge dans les établissements scolaires de ce pays? Parce que tout ce qu'on y trouve vraiment pose à question. Quelle est la qualité des plateaux techniques des infirmeries de nos établissements scolaires? Y a-t-il même un plateau technique? Ne serait-ce qu'un minimum? Quels sont les critères de recrutement du personnel soignant dans les infirmeries de ce pays? Qui a la responsabilité de renflouer le stock de médicaments dans les infirmeries scolaires? Parce qu'il n'y a aucune différence entre l'infirmerie des établissements et le docteur du gazon. On retrouve pratiquement les mêmes produits. Peut-on dire encore que les infirmeries et leur personnel procèdent encore à l'accueil et l'accompagnement des élèves, c'est-à-dire l'écoute, l'aide et le soutien, la gestion des maladies, la promotion de la santé et sensibilisation, prévention dans le domaine des addictions, de la sexualité, du secourisme, de la nutrition et du bien-être à l'école, les premiers soins ou soins d'urgence, la consultation médicale et bilan de santé de l'élève, mieux encore, la protection de l'enfance. Si tout est fait dans ce sens, expliquez-moi ou expliquez-nous pourquoi la question des vaccinations continue à faire fuir des élèves, comme ce fut le cas dans la zone du Mungo, si on avait un personnel bien formé, bien équipé dans les infirmeries. Question. Comment comprendre que les problèmes de santé au sein de l'école ont du mal à être gérés tant par les enseignants, ou tant pour les enseignants que les élèves? Parce que l'infirmerie, c'est pour tout le personnel. Les élèves sont-ils sensibilisés sur l'importance de l'infirmerie? Mieux, les parents conseillent-ils à leurs enfants d'avoir recours à l'infirmerie en cas de situation critique? Autre point d'interrogation. En français facile, beaucoup d'instituts scolaires n'ont pas d'infirmerie du fait des détournements de fonds alloués aux infirmeries scolaires. Comment comprendre cette grosse palabre qui existe entre les responsables de l'infirmerie et l'école dans les orientations de la politique de santé, de prévention, d'éducation à la santé, d'hygiène et de sécurité? Comment comprendre que le personnel des infirmeries est quasi inexistant à l'école? Comment comprendre le fait que l'infirmerie soit handicapée face à certains cas qui nécessitent un déplacement, mieux une prise en charge des plus urgentes? Lorsqu'on a un cas, c'est le taxi qu'on appelle. Lorsqu'on a un cas, l'infirmière, si elle est présente, appelle une moto pour transporter un cas pathologique crucial dans un établissement scolaire. Question. Quel traitement pour la fièvre, une fièvre ou un malaise, un choc brutal en cours d'éducation sportive ou une coupure lors des travaux pratiques? On a vu un enfant décédé, c'était à Yaoundé, lors des épreuves sportives parce qu'il avait sauté un peu trop haut. Et il est retombé sur la nuque. Le sable à l'endroit aménagé avait été enlevé, peut-être par un maçon pour y aménager une salle de classe. On a appelé un taxi. C'est pendant qu'on bougeait l'enfant que l'enfant est décédé. Pourquoi n'a-t-on pas appelé les sapeurs-pompiers? Question. Nos infirmeries disposent juste d'une table, d'une chaise et un lit d'observation et quelques paracétamol avec une infirmière qui relève tout sur un bout de papier l'état de l'enfant et le nombre de repos si nécessaire auquel l'enfant a droit, ou encore congédie tout simplement l'enfant avec un billet qu'il doit présenter au surveillant général pour qu'on lui demande d'aller se reposer chez les parents. Pourtant, dans les frais d'APE, dans les frais d'inscription, il paye une assurance capitale. Cette assurance, il la paye pour son bien-être. Pourtant, le gouvernement, pour continuer par le biais de ces différents ministères, est censé mettre à la disposition des établissements un protocole
sur l'organisation des soins et des urgences, constituée d'une trousse de premiers secours qui doit comporter ensemble des antiseptiques, des compresses, des pansements, plus le matériel indispensable pour les soins et une liste de produits d'usage. Y a-t-il seulement, autre question, un médecin scolaire dans nos établissements scolaires qui est censé faire la ronde 2 fois tel que prévu par les textes? Que non. Comment comprendre que face aux affres de la pandémie à Covid-19, on a dénombré 24 élèves dans le littoral, la plupart des établissements scolaires ne soient pas en possession des kits de prévention du Covid-19? Étrange. Pourtant, le ministre de la Santé nous avait promis que les kits devraient être ajoutés au matériel de premiers soins existant dans les établissements et pour plus, dans les infirmeries. Dernière, la désinfection, c'est juste fait à la rentrée. Incroyable. Incroyable le Cameroun. Eh bien, c'est assez compliqué quand même. Nous voudrions que les parents qui nous regardent ce matin ne soient pas forcément en colère. Mais qu'allons-nous faire? Que devons restituer justement les faits tels que vécus dans les établissements scolaires aujourd'hui au Cameroun? Pour beaucoup de parents qui nous regardent ce matin, vous savez, certainement vous êtes dans un bar, certainement vous êtes dans votre bureau, certainement vous êtes à la maison, certainement dans un hôpital couché, certainement quelque part, vous êtes aussi devant votre smartphone, vous tentez de comprendre la colère exprimée ce matin par Charles Amel Bachou. Que dites-vous du moment où vous êtes là en train de nous regarder? Quel est l'état dans lequel votre enfant ou vos enfants sont dans les établissements scolaires aujourd'hui? S'ils venaient à choper une réelle maladie là-bas, quels sont les premiers soins qu'on va leur administrer avant de les conduire dans une infirmerie ou encore dans un hôpital de référence aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'on peut parler justement d'une politique sanitaire réussie au sein des établissements scolaires aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable d'ailleurs de le dire qu'avec le coronavirus dont Charles Amel Bachou faisait mention tout à l'heure, que nous sortions de l'ornière? Parce qu'en réalité, c'est très compliqué pour nos enfants s'ils venaient à contracter le virus du coronavirus, alors qu'il y a des phytothérapeutes au Cameroun qui ont proposé un certain nombre de faits pour pouvoir, des médicaments traditionnels pour pouvoir les épargner de la maladie et qui étaient refusés. Qu'est-ce que vous allez faire, parents? Nous regardons les parents camerounais ce matin et nous nous interpellons. Et comme Charles Amel, d'ailleurs, il s'est interrogé, nous aussi nous vous interrogeons. Que faites-vous? Allez-vous rester là sans prendre en compte ce que vous payez annuellement pour vos enfants, ce que vous donnez annuellement pour vos enfants? Et finalement, pourquoi, lorsque vous payez, vous ne demandez pas, vous ne posez pas des réelles questions au chef d'établissement? Où est l'infirmerie? Est-ce que c'est renfouré, etc. Que faisons-nous de nos enfants? Karine Sontia, c'est un sujet assez compliqué quand même, non? Lorsqu'on est parent, on devrait s'en indigner parce que dans les établissements scolaires aujourd'hui, la situation semble être grave. Je regarde beaucoup plus de mes frères qui sont nos frères et les établissements qui sont très loin aux frontières du Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'eux, au moins, on peut dire qu'ils ont même la visite annuelle des médecins? En tout cas, pour avoir fait tout mon lycée, j'ai tout le lycée ou ce soit le collège et tout, même à l'école primaire, je n'avais pas eu de visite de médecin. Voilà. Je ne connais pas, je ne me souviens pas avoir eu des visites de médecin. Je sais plutôt que lorsqu'on était à l'école primaire, on était venu nous dispenser les gouttes et puis on était venu nous vacciner à l'école primaire. Mais maintenant, les rondes des médecins ou encore autres là, on n'avait jamais vu ça, que ce soit au lycée ou au collège. Par contre, il y avait une infirmerie qui était bien présente et l'infirmière était tout le temps là, de toutes les façons. Mais on avait quand même observé qu'elle avait du mal à gérer certains cas parce que en saison sèche comme ça, il y avait des élèves qui souffraient d'asthme, qui étaient des asthmatiques, qui avaient beaucoup de difficultés avec la chaleur et autres, parfois qui avaient des crises en pleine salle de classe. Et nous, on traversait le collège, on sortait du collège pour aller à Acha, avec le lycée, pour aller à Acha laisser nos camarades. Nous-mêmes, on les portait parfois 4 personnes, chacun un pied ou une main, pour amener le camarade dans ce centre de santé-là. Mais pendant la journée à l'école, et c'est l'infirmerie qui assure le traitement en fonction des
des prescriptions médicales fournies par les médecins à vos enfants. Parfois, quand un enfant a un bobo à l'école, soit un mal de crâne, soit un mal de ventre et autres, il arrive à l'infirmerie. Il y a des premiers médicaments qui sont donnés pour tout type de maladie et qui n'ont pas d'effet secondaire sur le malade. Et les infirmières ont la charge de donner cela aux enfants et après observer le résultat. Lorsque ça persiste, là maintenant, on peut chercher à contacter les parents et conseiller aux parents le centre médical dans lequel on peut amener l'enfant rapidement, le plus proche, pour que l'enfant soit soigné. Les infirmeries aussi permettent aux élèves d'avoir des conseils par rapport à certaines maladies. Il y a des élèves qui arrivent à l'école et qui ont des problèmes de santé. Et lorsqu'ils se rendent à l'infirmerie, c'est comme si vous confessiez. Vous pouvez expliquer à l'infirmière du lycée que vous avez tel problème. C'est par rapport, parfois, je vous assure que parfois, c'est à l'infirmerie qu'on détectait si certaines filles étaient enceintes. Ouais. Oui, parce que lorsqu'elles arrivent là-bas pour un malaise et autres, c'est l'infirmière qui lui dit: est-ce que vous avez eu telle chose? Est-ce que vous avez eu telle chose? Est-ce qu'il y a? Et puis la fille, elle pouvait amener la fille à admettre qu'en fait, il y a un fœtus en gestation dans son ventre. Donc, à l'infirmerie, on faisait tout cela. Mais lorsque vous observez que au fur et à mesure que le temps passe, l'infirmerie tend à perdre de la valeur qu'elle aurait. Non, mais est-ce qu'il y en a d'abord? Parce que quand vous dites tend à perdre, dans certains lycées, je dis bien, dans certains lycées, il y en a. Maintenant, il y a des localités où il n'y en a même pas. On en a là-bas. Dans certains lycées, il n'y en a même pas. Voilà. Je parle des CES et autres qui sont en zone rurale. Dans le CES de chez moi, par exemple, il n'y a pas d'infirmerie. Donc, il n'y a pas d'infirmerie et c'est parfois les médecins ou le directeur qui se balade avec une caisse, c'est quoi, la boîte à pharmacie où il y a des médicaments et autres. Je ne vais pas vous raconter une histoire, justement, c'est celle que j'ai connue en classe de 4e. Je suis au CES de Bassamba, où j'ai un camarade qui décède en pleine salle de classe. Je n'ai jamais oublié le nom. Mokwa Zwamba Clément Marot, que nous portons justement de l'établissement pour le centre de santé de Bassamba. Arrivé là-bas, ça ne marche pas et puis on le renvoie au centre-ville à Banganté. Imaginez Bassamba pour Banganté. Quand te prennent à Bassamba pour Banganté. Là, le temps de rendre l'antagoniser complètement. C'était fini pour lui. Ce que je veux dire, en fait, c'est que lorsque vous observez la nomenclature, vous vous rendez compte que même dans la construction même des établissements, on ne prévoit pas forcément dans cette construction un espace infirmerie. On se dit toujours que c'est une chambre dans laquelle tous les élèves peuvent rester, alors que c'est insuffisant d'avoir cet espace-là. Dans le lycée où j'ai été, l'espace pour l'infirmerie n'était même pas l'équivalent d'une salle de classe. Et pourtant, parfois, il y avait 6 élèves au même moment dans cette salle d'infirmerie. On prendra bien évidemment d'autres avis tout à l'heure, madame, monsieur. Vous aussi, vous savez, est-ce que vous avez vécu cela dans votre environnement? Quelle réaction vous nous laissez pour, d'ailleurs, les prendre tout à l'heure avec Karine Sonta qui va nous les lire. Vous connaissez les plateformes 10-12 le Zénith. Pour ceux qui nous regardent, c'est sur Facebook ou encore Equinox TV. Pour ceux qui sont en live sur Facebook, merci encore pour la confiance que vous nous portez. N'oubliez pas que tout à l'heure, il y aura un numéro qui s'affichera au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires et faites-nous bien sûr au témoignage. Je le disais peut-être à l'instant avec le CES de Bassamba, où je salue d'ailleurs M. Choua Maurice qui a été directeur à cette époque. Et nous connaissons les difficultés qu'ils avaient à pouvoir soigner certains élèves. Le cas de Mokwa Zwamba Clément Marot est un cas assez inquiétant. Partant de Bassamba, avec les routes que vous connaissez jusqu'à Baganté, au centre-ville, il était évident que ce camarade-là, fin 96, fin 98 justement, ne puisse pas vivre aujourd'hui. Merci à vous, madame, monsieur, de rester des nôtres. On en reparle. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Merci encore pour la confiance que vous nous portez. D'ailleurs, chaque jour sur cette antenne, tentant également de comprendre le Cameroun qui est le nôtre, les reconstructions qui doivent être faites. Et comme on aime à vous le dire chaque jour sur ce plateau, s'il vous plaît, monsieur et madame, s'il vous plaît, Camerounais d'aujourd'hui, s'il vous plaît, Camerounais de demain aussi, parce qu'en réalité, il y a de très jeunes qui nous regardent. Il faut vous intéresser à la chose politique. Il est important de s'intéresser à la chose politique du Cameroun. Intéressons-nous ensemble à l'économie du Cameroun. Intéressons-nous justement à ce que les partis politiques nous proposent au quotidien. Intéressons-nous à l'histoire du Cameroun, donc la vraie histoire d'ailleurs, c'est important. Intéressons-nous aux actions qu'ils nous proposent au quotidien. On parlerait ici des acteurs politiques du moment au Cameroun. Pourquoi est-ce que le Camerounais est amorphe? Pourquoi est-ce que le Camerounais ne comprend pas qu'il a des droits et des devoirs? Pourquoi est-ce que le Camerounais a le sentiment qu'on fera tout à sa place en réalité, alors que lui, en tant que Camerounais, en tant que peuple camerounais,
devrait se lever pour demander justement que ses droits soient respectés, parce que lui aussi en tant que citoyen a ses devoirs qui tentent au quotidien justement de respecter. Comprenez-vous justement les souffrances atroces du peuple camerounais aujourd'hui? Comment en sortir véritablement? Est-ce qu'il faudrait toujours rester là calfeutré dans le regard et les nombreuses propositions initiées autour du peuple camerounais? N'oubliez pas qu'au moment où nous vous parlons, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui a confisqué toutes les institutions du Cameroun. Tous les segments du Cameroun sont contrôlés par le RDPC. Sommes-nous toujours en démocratie? Peut-être vous avez la bonne réponse. On aime à le dire, certainement en dictature. L'histoire qui nous interpelle ce matin, notamment la colère, Charles Lamel nous l'a restitué. Il s'interrogeait effectivement sur, on va dire, ce qu'il en est des médicaments dans les infirmeries aujourd'hui des établissements scolaires du Cameroun. Et on vous a peut-être posé d'autres petites questions. Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais qui sont aux frontières du Cameroun, qui peuvent faire 2 ans sans voir un médecin? Est-ce que dans les établissements privés là-bas, si vous voulez, publics même d'ailleurs, il y a au moins une infirmerie? Y a-t-il au moins une infirmerie? On attend justement vos réactions. Dominique Audrey, comment vous appréciez bien évidemment cette réalité dans les établissements scolaires aujourd'hui? Infirmerie, oui. Médicaments, non, apparemment. Oui. Le modèle de l'école au Cameroun est calqué sur celui de l'Occident. Donc, s'il est clair que l'infirmerie en plein établissement scolaire ne sera jamais un hôpital, il est encore plus clair que l'infirmerie scolaire, la médecine au sein de l'établissement, est le relais entre les institutions spécialisées de soins de santé et les malades. Donc, l'infirmerie scolaire permet de donner les premiers soins lorsqu'on a un enfant qui se sent pas bien, qui fait un accès de sinusite, je veux dire, dans une situation normale, lorsqu'un enfant fait une crise de sinusite avec le visage qui fait mal, le nez qui commence à couler, les maux de tête et tout, l'infirmerie a le devoir de pouvoir gérer ce genre de situation, gérer des fractures, donner les premiers soins. Malheureusement, lorsqu'on va dans ce que d'autres appellent l'arrière-pays, même si c'est péjoratif, on se rend compte que là-bas, vous pouvez avoir une pièce avec un écriteau qui vous dira infirmerie, mais à l'intérieur, vous retrouverez un lit en fer rouillé, vous retrouverez une table avec une chaise cassée et quelques rares fois, vous trouverez quelqu'un qui fait office d'infirmier à l'intérieur qui vous donnera quoi? Rien du tout. Ou bien dans des cas exceptionnels... Paracétamol. Il y a 3 produits. Paracétamol, Doliprane et un peu de bétadine. Vous pensez qu'il y a le Doliprane au nord là-bas ou à l'est? Bon, moi j'aurais dit la quinine. Bon. C'est en plaquette, hein? C'est ok, les plaquettes. On vous donne. C'est pas dans les tubes. Malheureusement, c'est ça. 1100 francs. À l'époque, on était au lycée de Tinga. Là-bas, on avait une camarade de classe qui était asthmatique et parfois, à certains moments, elle faisait des crises en plein après-midi. Ce sont les élèves entre eux qui trouvaient le moyen de lui redonner le souffle normal. Sous l'air de Bruno? Non, je ne pense pas. On lui donnait un plastique et il fallait qu'elle respire dedans ou bien on lui trouvait des bonbons et c'est comme ça que ça allait. Dans la cour de récréation, lorsque quelqu'un avait les maux de tête, on lui disait « Va à l'infirmerie, non. Va même te coucher. Ah non, on va me donner le paracétamol. Tu as les règles en plein établissement scolaire, on va te donner le para. Tu as le bras cassé, on va te donner du para. Tu fais la diarrhée. » Il faut préciser, on les serviettes hygiéniques, on vous donne des compresses. Voilà. Donc, malheureusement, c'est ça le quotidien des élèves dans les établissements scolaires. On est donc en droit de se poser la question de savoir à quoi servent les carnets scolaires, les 1000 francs que les parents donnent par établissement, que les parents donnent aux élèves, payent lors de la scolarité pour pouvoir avoir le carnet. Parce que dans ces carnets-là, on vous ferme un œil, je veux dire que le jour qu'on fait des visites, on vous ferme un œil, on vous demande de lire là-bas, et ensuite on regarde vos dents, c'est tout. Dans nos infirmeries, on n'a pas le matériel pour prendre la température lorsqu'un enfant ne va pas bien du tout. Un enfant peut avoir un accès palustre. Dans un établissement, on va prendre la quinine, on va lui donner sans savoir
Quels sont les antécédents de cet enfant? Je ne sais pas, lorsque vous parlez de Nicodré, et vraiment vous avez cité le lycée de Tinga précisément, qui est situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2, là-bas, à Yaoundé. Lorsqu'on parle du lycée de Tinga, il y a le lycée de Tinga, et dans le même lycée, il y a l'école primaire. Et dans le même lycée, il y a l'école maternelle. C'est-à-dire que tout ceci, c'est un seul endroit, effectivement. Je le dis parce que moi j'ai mon bac au lycée de Tinga. On sait ce qui s'est passé là. L'infirmerie là, c'est pour tous les trois. Et allez voir l'infirmerie. C'est-à-dire que vous quittez du lycée, pour vous rendre à l'infirmerie, vous traversez d'abord un bâtiment du primaire. Et l'infirmerie est dans les Ouest, c'est là-bas dedans. Là. Je parle de l'infirmerie du lycée de Tinga. Donc là, je parle du lycée de Tinga. Je parle même du lycée de Tinga. Je ne parle pas du lycée. C'est-à-dire que c'est un bâtiment particulier dans tous les établissements. Non, mais parce que quand vous prenez un médicament, ça peut vous tourner, vous partez directement aux toilettes. Oui, donc la politique que les différents ministères, moi je ne sais pas si c'est le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation qui est en charge. Le budget est éclaté pour les 3 ministères. Voilà, donc la politique mise en place est mauvaise parce que au sein des établissements scolaires, que ce soit primaire ou secondaire, il y a des maladies épidémiologiques qu'on développe dans ces établissements-là. Quelles sont les mesures, quelles sont les campagnes et comment on gère des maladies quand on a des grippes, une grippe qui se répand dans tout l'établissement? Quelles sont les mesures? Donc rien n'est fait. Rien n'est fait pour que les enfants aient des soins. Donc il faudrait qu'on nous dise, parce que l'argent des carnets de santé permettent, après répartition, de pouvoir effectuer des visites au moins 2 fois par des visites, des vraies visites. Allez. Pas de demander aux enfants de lire sur des pancartes. Mais ça, c'est pour les yeux, non? Si nous sommes 5000 élèves dans le lycée et que le lycée choisit de prendre 1000 francs par élève pour s'acheter le carnet, véritablement, et qu'on n'ait pas de médicaments au niveau de l'infirmerie de l'établissement, comment est-ce qu'on peut expliquer ce niveau de vol, ce niveau d'arnaque, ce niveau d'escroquerie d'un peuple camerounais? C'est quand même inacceptable. Je le dis parce qu'on parle encore du lycée de Tinga. On a eu le... Vous savez comment on fait les examens à l'université au Cameroun? J'en viens. Sous l'ère Bruno, quand je dis Bruno, parce qu'on avait un professeur là-bas, père son âme aujourd'hui Bruno, on l'appelait Bruno, parce qu'il est Bruno, parce qu'il était comme ça. Et à côté, on a eu l'ère Edouard, l'ancien ministre Edouard, qui était également proviseur du lycée de Tinga. Je le dis encore parce qu'on était là-bas. On payait 1000 francs pour le carnet. Et quand Edouard arrive même au lycée, il faut le dire, le lycée de Tinga avait une tenue particulière grise. Le pantalon gris et la chemise blanche. Dès qu'il est arrivé, il a fallu changer. Et le marché a été restitué par qui? Allez savoir. Enfin, on n'en parle pas. C'est assez grave. Hein. Vraiment, merci beaucoup de revenir sur ces réalités que nous aussi on a connues dans nos lycées. Nos enfants souffrent chez la mêle. Parce qu'il y a des parents qui nous regardent ce matin et se demandent, mais ma fille qui est claustrophobe là, mon fils qui est asthmatique là. Claustrophobe et pas l'écophobe. Oui, il y a des claustrophobe qui ne va même pas vivre dans les environnements. Mais on fait comment si l'enfant vient décédé là-bas? Monsieur Michel Ngachou, nous sommes à la fin des années 1890-99, par là, début des années 1900, qu'on introduit la médecine scolaire au Cameroun. Et c'est des Allemands. Vous me permettez? J'ai fait une entorse. Bon, on ne sait pas prononcer sur le sujet. Ah d'accord. Vous prononcer après, il n'y a pas de problème. Non, vous permettez, Chalamel, on va revenir. Mais bon, je voulais relancer mon pour demander. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans une politique de la médecine douce, rapprocher la médecine douce de nos lycées, de nos établissements scolaires au Cameroun? Non, on a refusé de le faire ainsi. On a refusé. Dominique Audrey a dit tout à l'heure que notre système de santé est calqué sur ce qui se passe en France notamment. Parce qu'il faut entendre par infirmerie le soin de premier secours. Et ça devait être accompagné d'un centre médico-scolaire, d'un centre pour plus de célérité dans la soin, parce que l'élève, quand il est là, il ne faut pas qu'il perde le cours pendant une période relativement longue. Et si c'est une anomalie qui peut amener à un handicap, qu'on puisse vite détecter. Donc, en fait, l'infirmerie était là pour cela. Donc, il intervient vite. Si, d'abord, il n'était pas question qu'il hospitalise les élèves, il envoie aux centres médicaux scolaires qui apprécient vite pour l'envoyer à un centre beaucoup plus spécialisé. Et c'est pour cette raison que
ça allait également avec la discipline scolaire. Par exemple, on interdisait le port des lunettes. Bon, comment savoir que tel élève a les lunettes médicales? Au centre médico-scolaire, on va vite savoir, parce que c'est pour ça qu'on a instauré la tenue. C'est pour aller dans la discipline. Il faut donc vite détecter. Et l'autre chose, lorsqu'une fille attrape une grossesse, elle est exclue. Mais elle est exclue également, l'auteur de la grossesse est aussi exclu s'il est à l'école, dans n'importe quel établissement scolaire du Cameroun. Il peut être dans le même établissement ou dans un établissement privé, quelque part, on les exclut. Donc, ça, c'était ça la fonction de l'infirmerie, on détecte vite. Plus les autres cas de maladies qu'on a vus, par exemple, avoir de voiture, morsure de serpent, parce que l'investissement humain intégrait également le travail à la machette et à la houe, parce que tout ça était assimilé à ça. Il fallait vite apprécier les situations. Maintenant, ça au plus haut niveau, quand Karine parlait de l'université, il y a effectivement un centre médical et universitaire qui apprécie, vous qui venez des lycées et collèges, quel genre de pathologie vous avez, quel genre de maladie, de trucs. On détecte vite, on fait un fichier. Mais plus loin encore, il fallait les CHU, Centre Hospitalier Universitaire, parce que l'option définie à l'époque, l'hôpital avait deux fonctions: l'administration des soins et les recherches. Donc les cas de pathologie qu'on détecte dans les établissements scolaires, c'est d'ailleurs pour cette raison que pour ouvrir, pour qu'on vous donne l'autorisation d'exercer, que ce soit dans un collège, les CEG comme on appelait, ou CS, ou lycée classique, ou les établissements privés, il fallait avoir ces deux orientations-là, un centre, une infirmerie, et les endroits où les enfants vont développer les activités post-périscolaires, le sport, les espaces de jeu. Donc, il fallait donc les accompagner plus loin par les recherches, donc l'administration des soins et les recherches. Donc, cet enfant qu'on a détecté en classe de 6e ou en première année de CTI, il est cardiaque, et Dominique a parlé tout à l'heure de crise d'asthme, il faut qu'on le suive. Bon, pourquoi cet enfant qui a des crises d'asthme, qui a des petits lettres ingénieurs demain, petits lettres, est-ce qu'il a des activités professionnelles que lui, il souhaite faire, mais dont les capacités physiques ne permettent pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà un peu. Vous nous mettez en colère. Mais justement, c'était pour répondre clairement à votre question. Lorsque vous faites cette explication, justement, les parents se demandent finalement aujourd'hui. Donc, il y a tout ce dispositif autour des établissements, mais rien n'est respecté au Cameroun. C'est incroyable. Rien n'est respecté. Rien n'est respecté, justement. Vous voyez souvent à un certain époque, bon, moi je n'ai pas atteint ce niveau-là, mais il y avait des enfants qui voulaient pratiquer le sport, qui l'aimaient, le sport, mais à un moment, parce que chaque fois, pendant les cours d'éducation physique et sportive, il tombait, le cœur battait. Bon, c'est à l'infirmerie qu'on demandait, on détectait, on dit non. Après les examens approfondis, lui qui se croyait apte, on lui dit non. Il n'a parce que le cœur est à telle dimension, parce que il y en a même qu'on détectait l'asthme à l'école. Lui, il ne savait pas, il savait que bon, j'ai souvent les maux de tête, je mange un rhume qui ne finit pas. Et tout, c'est là où on commençait à le faire. Donc, aujourd'hui, comme disait Chalamel avec raison, il y a lieu de s'inquiéter. Vous vous dites, il n'y a plus de politique, de rien du tout. Incroyable. De rien du tout. Maintenant, bon, on a le ministre, à l'époque, la recherche scientifique était une direction au ministère de l'Éducation nationale, parce que le ministère de l'enseignement supérieur n'existait même pas. Mais comment se fait-il que vous avez un vaste ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de la maternelle au supérieur, mais qui avait une politique clairement définie? Aujourd'hui, on vient compartimenter, soi-disant, pour approcher l'administration des administrés, pour avoir plus de célérité dans l'action. C'est là où l'inertie et les goulots d'étranglement viennent empêcher cette célérité dont on croyait mettre en place. Merci beaucoup, Mbongo Mbenguane. Merci infiniment. Et nous demandons aux parents qui nous regardent ce matin d'être
très fort parce que il s'agit quand même. C'est ça le mot. Ouais, il faut être très fort parce qu'il s'agit quand même de la vie de nos enfants. Et si le gouvernement a abandonné les Camerounais, que les Camerounais ne s'abandonnent pas. Écoutons justement le point de vue de Charles Amé pour sortir cette histoire. Parce que là, ça devient trop compliqué, Charles Amé Bachou. Pourquoi le gouvernement fait ça au peuple camerounais? Pourquoi Paul Biya et son gouvernement, 36 ans, 35 ans, 38 ans après, laisse justement cette histoire, cette situation pourrie à ce niveau? Monsieur Michel Ngachou, lorsque les Allemands s'étant rendus compte, ils ont infiltré toute l'Interland, comme on va dire, ils ont introduit dans la politique ce que vous appelez l'infirmerie scolaire, la médecine scolaire, avec comme principal objectif soigner des maladies parce que les parents ne parvenaient pas à contenir avec l'école des filles, l'école des garçons, les gens qui allaient à l'école ont pris la peine de suivre, comme a expliqué Mbambok. Les maladies tournaient tout autour du paludisme, la typhoïde, les vers intestinaux, les blessures, les entorses. Donc ils avaient spécifié certains types. Et avant toute rentrée scolaire, on commençait par équiper d'abord l'infirmerie. C'était le prix. Si l'infirmerie n'était pas oui, tout à fait. Parce que dès les rentrées, on procédait par un déparasitage total. C'est pas aujourd'hui. De tous les élèves. J'ai dit de tous les élèves. C'était 500 000 francs de l'époque pour 100 élèves. 500 000 en termes de budget pour 100 élèves. Alors calculez aujourd'hui pour voir à combien nous avons 1500 et on parle de 500 000 pour 100 élèves. C'était le ratio. Donc calculez pour voir à combien 1500 élèves peuvent retourner en termes de bagatelle qu'on va mettre pour équiper tout simplement une infirmerie dans un établissement. Ce n'est pas que l'argent n'est pas voté. Là, le budget alloué est décaissé, je vous le dis. C'est décaissé, mais ça finit dans des poches spéciales. L'argent des assurances, l'argent des cadres, je dis ça va dans des poches spéciales. Ça, c'est très important de le dire. Lorsqu'un enfant chutait en classe, on remettait une carte qui permettait à l'enfant de traverser toute la cour du lycée pour aller à l'infirmerie. Et l'infirmerie n'était jamais loin du bureau et du directeur ou du proviseur, c'était juste à côté. Voilà. Je vous donne dans certains établissements même, c'est le bloc administratif. C'est le bloc administratif, ce n'est pas loin. Donc dès que quelqu'un crie « Wow !» le proviseur descend pour venir se rendre compte. Que se passe-t-il? Quelles sont les mesures urgentes à prendre? Vous vous rendez compte que on parle depuis des élèves qui tombent. Vous avez des enseignants qui tombent en séquence ces jours-ci. Vous avez des enseignants qui tombent en séquence dans les établissements. Tout le travail. Mais on a même dit ne m'amenez pas à l'infirmerie. Non, ne m'amenez pas à l'aéroport là-bas. Pardon, cherchez un taxi, appelez mon mari. Voilà comment on fait. Monsieur Michel, dans l'organigramme et l'organisation, lorsqu'il y avait rentrée scolaire, la première chose qu'on faisait le lundi matin de la rentrée scolaire, le proviseur, le directeur de l'école commençait par présenter le personnel médical de l'école. Si vous avez les maux de tête, vous qui avez passé les vacances à trop manger, vous qui passez le temps à trop boire, si vous avez mal au ventre, vous avez ceci, veuillez voir madame telle, madame Edimo, c'est elle que vous devez rencontrer, voilà son bureau c'est la première chose. C'est comme on a une cérémonie. Lorsqu'on arrive à une cérémonie, tout présentateur sait que je commence ma présentation en indiquant les toilettes aux invités. Oui. Pas toujours. Mais monsieur, moi, vous devez donner les toilettes. C'est pas les vrais. Commence par dire, je ne vous ai pas attaqué. Les toilettes, c'est à tel niveau. Vous parlez comme un quartier, trivialement. Parce que dès qu'on commence à boire, il faut se mettre à l'aise. On ne peut pas venir dire à l'impresario que c'est de blanc faire ou ça énerve pas. Donc, monsieur Michel Ngachou, lorsqu'on a présenté, on a procédé à cette présentation, les infirmières font le tour des salles de classe pour dire, nous voici. Les jeunes filles qui n'ont pas encore commencé à régler, je parle trivialement, sachez que cette année, ça ne va pas vous rater. Pour faire passer nous rencontrer, vous voyez, passer nous retrouver pour qu'on vous prépare à cela. Lorsque vous arrivez, elle va vous dire, est-ce que tu causes avec maman? Est-ce que maman t'a dit, bon, sache que désormais, il y a quelque chose qui ne doit jamais manquer dans ton sac, c'est les garnitures, les serviettes hygiéniques. Fais tout et tout, il faudrait que ça soit parce que dans le cas où ça arrive et que tu as le mot de tête, si tu sens que ta poitrine est un peu dure et tout, on prépare la jeune fille. C'est ça l'infirmerie. Tout à fait, Charles, mais je vous coupe pas. Il y avait également un cours qui accompagnait ça, économie sociale et familiale. Donc, c'était réservé aux filles. Je vous explique pour vous dire que
L'infirmerie avait tout son... Les garçons le faisaient un bon. Non, Tout le monde Alors, voilà. après qu'on ait payé, que les parents aient payé les pensions, on faisait maintenant un coupon en disant rentrez donner à vos parents. On posait des questions. Est-ce que votre enfant a un antécédent cardiaque? Est-ce qu'il a un antécédent médical? Est précisé. Est-ce qu'il y a un suivi particulier? Oui. aussi les statistiques. On envoyait ça aux parents. Donc, lorsque le parent vous recevait, non, mon fils n'a pas, on n'a pas de diabétique dans la famille. On n'a pas de ceci. Oui, il présente des douleurs des yeux. Il présente ceci. Permettez-moi, j'ai fini. Monsieur Bachou, vraiment. Les parents qui nous regardent ce matin risquent d'aller porter les proviseurs là maintenant, les directeurs d'établissement. Vous nous demandez depuis ici, vous ne dites pas la vérité. Attendez. Mais qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Ah non, expliquons d'abord que chaque parent connaisse. Lorsque l'enfant revient, il remet à l'infirmière. L'infirmière, en partant de là, sait déjà que monsieur tel a des soucis Dieu. On va en classe voir le professeur titulaire, le maître, et lui dit que tel enfant ne devrait plus être assis au fond. Il est assis où? Parce que son parent a précisé qu'il a des soucis Dieu. On fait remonter l'enfant. Et comme Bamboka dit, il y a un suivi directement qui se met en place pour accompagner l'enfant. C'est des colis, c'est ceci. L'argent est là, monsieur Michel. L'argent est là. Mais c'est trop Laissez-moi vous dire. Non, je vois également comme un Camerounais de la rue. Nous ne sommes pas en bain ici, mon frère. Ça a été fait au moins de 1961 à 1986. Monsieur Michel Gachou, c'est quoi ce pays? Cette affaire qu'on est en train de percer là, je vous assure qu'il y a des gens qui nous insultent là, des inspecteurs, des proviseurs qui nous insultent parce que c'était leur bobo. C'est pas grave. Il faut dire, et je finis par là, monsieur Michel Gachou, que je l'ai vu dans un seul établissement. Ça, dans Montaigne, vous avez parlé du lycée de Tinga où vous plaignez. J'ai revu cette nomenclature au lycée de Daïdo. Je le dis au lycée de Daïdo parce que juste en dessous du bureau du proviseur, des censeurs et tout, l'infirmerie est juste en bas. Lorsque vous allez payer, mais on dit, vous payez les dollars, l'infirmerie est là. Donc dès que vous entrez, vous voyez déjà l'infirmerie et la plaque est là. L'enfant qui sort de la classe pour aller à un badge, on lui remet le badge infirmerie. Donc dès qu'il traverse, aucun surveillant de secteur et tout ne l'interpelle. Mais si on tire un coup de chapeau à Daïdo, on dira quoi du lycée de Chapoma, on dira quoi du lycée de Niala, on dira quoi de ces autres lycées qui sont très éloignés, on va dire en termes de proximité avec les centres de santé. Pourquoi est-ce que par arrondissement, monsieur Michel Gachou, c'est important, il était prévu et les colons l'avaient fait jusqu'à 86, il y avait des ambulances, non, disons-le, il y avait des ambulances. Comment fait-il qu'on décaisse assez d'argent, je veux dire assez d'argent pour pouvoir prendre, et que ce soit les taxis qui transportent les enfants pour les amener à l'hôpital, monsieur Michel Gachou. Soyez moins en colère, Charles. Mais monsieur Gachou, on sait que même dans la construction des lycées et des écoles... On vous a pris le cas d'un enfant qui, pendant les épreuves physiques, tombe et on se rend compte que l'enfant est de problème cardiaque. Comment est-ce que ça peut arriver dans un établissement où il y a une infirmerie? Permettez, Charles. Monsieur Gachou, est-ce que vous savez que lorsque l'enseignant, lorsqu'au lycée de Nkolé, l'élève est décédé, vous vous rappelez de cet élève qui est décédé? Les élèves sont allés attaquer l'infirmerie pour négligence. Mais il n'y a pas eu de suite. Ils sont allés attaquer l'infirmerie pour négligence. C'est le préfet, le sous-préfet qui est arrivé et qui a dit non, ce n'est pas une négligence de l'infirmerie et tout. Mais pour les élèves avaient déjà compris. Ce n'est pas la mairie qui doit, ce n'est pas l'infirmerie qui doivent attaquer la mairie. Non, c'est la mairie. C'est l'élève qui doit attaquer. La mairie, oui, c'est la mairie, puisque les maires sont les responsables, oui. Les maires sont les responsables. Il a prévu d'avoir au moins deux tournées. C'est-à-dire 2 visites de médecins, monsieur Michel Gachou, dans chaque établissement, sur des sujets bien précis. Vous avez vu dans le monde, lorsqu'on arrive, on dit que équipe de vaccination, tout le monde fuit. Pourquoi? S'il y avait des infirmeries, on aurait pris la peine de faire le tour des salles de classe et mettre cet argent doit être remboursé. Et c'est pour ça que je dis aux Camerounais que vous voyez, vous laissez qu'on détourne votre argent, l'argent qui doit servir en termes de bien d'utilité publique, vous laissez qu'on détourne cet argent et les gens s'achètent des véhicules ici. Merci. Et même une vie ici, c'est pas sérieux. Merci monsieur Bachou. C'est révoltant. Et nous regardons les Camerounais ce matin. Notre but en même temps, c'est de vous informer. On dira tout ce qu'on aura à dire, mais nous continuerons cette mission. Et la mission, justement, c'est de vous dire la vérité. Est-ce qu'on peut ouvrir un tant soit peu le petit cerveau, nos petits cerveaux, nous tous Camerounais, pour comprendre ça, qu'en réalité, nous sommes floués tous les jours, nous sommes volés tous les jours et nous sommes muets en réalité, nous sommes, on dira même comme zombifiés. Qu'est-ce qu'on fait pour que chaque Camerounais qui nous regarde ce matin prenne sur lui
de demander des comptes à chaque chef d'établissement, y compris au ministère, aux différents ministères qui sont d'ailleurs en charge sur la vie de leurs enfants. Merci beaucoup, M. Mbachou. Je paye l'addition tout à l'heure à midi. C'est très important. Ceci, ce n'est pas fait demain. Non, je paye l'addition à midi. Sincèrement, demain je rendrai compte. Ben, si vous voulez les téléspectateurs, vous retrouveront pour payer cette addition. Franchement, c'est important. Merci infiniment, M. Mbachou. On va marquer une pause, mesdames et messieurs. Et pendant cette pause, on va justement aller rencontrer Consti Lamine qui est avec nous ce matin dans le cadre du concept Salaka. Et puis, il nous retrouve encore ce matin et avec le produit Von Bio. Consti Lamine, Plateau B, bonjour. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez bien parlé concept Salaka. Oui, le concept Salaka qui a été honoré le 4 décembre dernier et qui a reçu pour la 3e fois le prix du meilleur concept de vente 2020 au Cameroun. Je viens donc ce matin commencer déjà par la présentation de ce prix que je dédie à l'endroit de tous les téléspectateurs de cette émission. Je le dédie bien entendu à tout le personnel d'Equinox Télévision et Radio. Je le dédie bien entendu à tous les partenaires du concept Salaka. Oui, votre concept a encore été une fois de plus honoré pour cette année 2020 en recevant le prix du meilleur concept de vente au Cameroun, prix décerné par la Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO. Alors, merci donc à tous les téléspectateurs. Ça, c'est votre prix. Et à l'occasion, bien sûr, de la célébration de ce prix, j'offre encore plusieurs jours de promotion du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. C'était donc là la première présentation, bien sûr, d'un élément de ce matin. La deuxième présentation, avant de parler du Von Bio Oméga 3, c'est donc la présentation en exclusivité mondiale, les tapis de braise. Oui, qui ont été reçus hier au magasin 1001 tapis. Nous sommes encore en phase d'expérimentation. La commercialisation commence dans quelques jours sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. C'est des tapis de braise, oui, des tapis de braise de très très bonne qualité, hein. Que ce soit pour la maison, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour ceux ou celles qui font dans la braise, quel que soit le type de braise, voici le nouveau produit du concept Salaka. Oh là 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 là, les tapis de braise, vous les aurez dans quelques jours sur les antennes d'Equinox Télévision et Radio, sur le prix et sur tout ce qu'il y a comme avantage sur ces tapis de braise qui sont présentés en exclusivité ce matin à Equinox Télévision. Je rappelle que le concept Salaka est le seul concept au Cameroun et en Afrique à commercialiser les tapis de braise. Alors nous allons tout de suite passer à la vente de ce matin. Comme j'aime bien le dire, ma passion c'est la vente, mon boulot c'est la vente, raison pour laquelle j'ai reçu une fois de plus le prix du meilleur concept de vente au Cameroun pour l'année 2020. Alors nous allons donc tout de suite rappeler les avantages du Von Bio Oméga 3, ce complément alimentaire qui fait la fierté de tous les téléspectateurs. Nous sommes en fin d'année, donc clôturer l'année en beauté, clôturer l'année dans la bonne santé, consommer régulièrement vos compléments alimentaires et pas n'importe lesquels, consommer la gamme Von Bio. Dans cette gamme, vous avez le Von Bio Oméga 3, qui est toujours en pleine promotion au magasin 1001 tapis. C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. C'est un complément alimentaire qui permet d'assouplir les articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Il est important de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Les problèmes de courbature, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, la solution c'est avec le Von Bio Oméga 3. 30 gélules en vente au magasin 1001 tapis. Alors, n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, il y a également un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile. Vous avez un lait de toilette uniquement pour diabétiques. Vous l'avez en vente au magasin 1001 tapis, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux produits qui constituent la gamme Von Bio, tout en vous rappelant également que le Von Bio, c'est également le Von Bio Gastro, le Von Bio Détox, le Von Bio Libido pour les hommes
et le Von Bio Libida pour les femmes. Tous ces Von Bio sont en vente au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Et n'oubliez surtout pas, la pommade contre les hémorroïdes est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Et chers téléspectateurs, apprêtez-vous pour accueillir, c'est à Douala Michel Gachou, apprêtez-vous pour accueillir dans quelques jours les tapis de braise. Oh là là, ça ne colle pas. C'est Nyanga, c'est doré. Merci à tous les téléspectateurs. Et je vous dédie une fois de plus ce prix du meilleur concept de vente au Cameroun. Merci Michel Gachou. Bravo Constille Lamine pour le travail que vous faites au quotidien. Et n'oubliez pas, nous restons toujours à vos côtés pour vous soutenir. Continuez dans la même lancée. Dieu est juste et vous le savez. Merci à vous Constille. Et de retour sur le plateau avec nous et la grande famille d'ailleurs. Pour continuer également cette édition ce matin, Karine Santia, la toile était en feu depuis hier soir. Des sujets, il y en a à l'appel, mais vous avez retenu quelques-uns pour nous ce matin. Depuis mardi dernier, il y a des conducteurs de taxi de la ville de Yaoundé qui se plaignent d'un certain nombre de griefs, mais surtout de la saisine de leur taxi par la mairie de la ville avec pour objectif d'assainir la ville et dépouiller la ville des vieilles voitures. Et c'est un acte qui n'est pas très bien perçu par ces conducteurs qui cherchent à récupérer leur taxi et ramener en tôlerie pour réfection. Sauf que au moment de récupérer en fourrière, il leur a demandé un certain nombre de choses qu'ils ne disposent pas. Ils ont même fait, c'est depuis mardi quand même que la plupart d'entre eux ont perdu leur taxi et vendredi dernier aussi, plusieurs d'entre eux, ils se sont dirigés à la fourrière. Ils ont fait beaucoup de bruit pour qu'on commence à remettre les taxis à certains d'entre eux, mais tous n'ont pas encore récupéré leur taxi. Il est réclamé à ces derniers-là de refaire leur taxi pour qu'ils soient plus neufs pour la nouvelle année. Alors, c'est justement des images qui font le tour des réseaux sociaux depuis hier soir, où l'on voit les taximens qui se sont amassés hier à la mairie de Yaoundé, donc à l'hôtel de ville de Yaoundé, où ils s'insurgent contre l'attitude du nouveau maire de la ville, Luc Messi, qui semble-t-il, qui a choisi d'assainir, on va dire, l'environnement des taximens de la ville rapidement, en confisquant des voitures de ces derniers. Ils ont quand même pris la peine, Karine, vous disiez, lors de la préparation de l'émission, d'aller quand même dire, oui, nous reconnaissons que les taxis sont vieux. On va les ramener. Remettez-les nous. Pour qu'on ait la tolérie. Voilà. Bon, on vous dit, bon, maintenant, vous ne prendrez pas. Est-ce qu'il y a quand même dommage, c'est que vous me faites savoir qu'il y a un commissaire qui leur impose de donner 25 000 francs là-bas avant de prendre la voiture. Oui. Alors, en fourrière. Alors, l'action Bonbon Mengane n'est peut-être pas mauvaise. Demander quand même d'assainir le milieu, qu'il y ait des taxis propres dans la ville. Mais est-ce que le problème fondamental, ce sont les taximens? De façon réelle, lorsqu'on a un vieux taxi, est-ce qu'on se demande quand même les conditions dans lesquelles ces derniers se battent pour pouvoir maintenir la petite voiture, pour nourrir la petite famille? Est-ce qu'on ne devrait pas quand même revoir ce petit côté humain pour pouvoir les encourager? Bon, Mengane, comment vous appréciez cela? D'abord, il faut dire que c'est un problème de management général. Vous avez parlé du commissaire. Le commissaire, ce n'est pas lui qui gère le fourrière. Le fourrière, ça relève de la municipalité. Bon, il y a une police, il y a une police municipale. Non. S'il y a un commissaire de sécurité publique qui s'est ingéré, il n'y avait pas d'accident. Si un taximan cogne quelqu'un et tout, c'est eux qui font là, on peut mettre en virage. Mais le reste, quand la mairie de la ville décide de le faire, la fourrière, à ce moment-là, ne relève pas du commissariat de sécurité publique. Relève des gars de la fourrière de la mairie qui a des services techniques. C'est les services techniques de la mairie qui s'en chargent. Ça relève donc de problèmes de la gestion du management public. Oui, vous l'avez dit, c'est tout à fait normal. Mais généralement, on procède comment? Nous sommes en fin d'exercice, en fin d'année, en fin d'exercice budgétaire. Il faudrait, c'est le moment où généralement, et Charles Lamel a parlé d'une certaine époque tout à l'heure, on rappelait aux usagers, même à l'époque où l'année budgétaire finissait au mois de juin, on rappelle, notamment puisqu'il s'agit des taxis, votre vignette. Donc quand la loi de finances parle, on leur dit déjà combien va coûter la vignette, est-ce que l'assurance a augmenté pour les catégories des chevaux des véhicules, on voudrait tel type de normes parce que la couleur jaune, les différents impôts et taxes de stationnement, d'un certain nombre de choses. Et là, la municipalité informe les taximens via leurs syndicats, via
des réunions publiques. Il y a des réunions en leur disant donc, vous avez jusqu'au 20 décembre par exemple, on leur dit ça, vous avez jusqu'au 20 décembre pour mettre à jour, nous voulons tel type de taxi. Il y en a même qui opèrent clandestinement, ils n'ont pas de numéro de portière, ils n'ont pas. Donc ces ensembles de choses-là, c'est tout à fait normal que les autorités les relèvent et qu'on trouve ensemble un moment, je veux dire, une deadline pour, on va vous dire, à partir de tel jour, si vous venez, on verra ceci. Mais la répression qui accompagne généralement le recouvrement même de certains droits risque d'aboutir, j'allais dire, à des choses qui, du moins, ils risquent même ne pas atteindre l'objectif visé. Au moment où le Cameroun est sous et le surtout, feu. lorsque vous avez des partenaires qui veulent collaborer à l'opération, je pense que dans un premier temps, on les met d'abord en confiance en leur disant, voilà, puisqu'on a un fichier, on peut répertorier le fichier en leur disant, bon, vous avez accepté vos taxis, vous pensez, voilà, et généralement, les conducteurs de taxis ne sont pas généralement les propriétaires des taxis. Voilà, ça pour aussi, la plupart. voilà. Mais et c'est le moment aussi, on les sensibilise pour les cas d'agression, parce que l'insécurité gagne du terrain. Alors, on va justement dire que le maire de la ville a eu une action. Mais pourquoi est-ce que le nouveau maire de la ville de Yaoundé a trop de problèmes comme ça? Parce qu'autant de Timivou, on n'a pas tant de problèmes comme ça en réalité. On n'entendait pas trop de mouvements, on ne s'agitait pas comme ça, comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour lui Dominique Audrey? Parce que si ces taximens qui sont également une souche, je veux dire, de la société en termes d'activité, s'ils reviennent justement à se révolter aujourd'hui, ça peut aller plus loin et créer autre chose au moment où on tente de tout faire pour garder quand même une certaine paix au Cameroun, non? Une révolte par rapport aux besoins ou bien aux attentes du maire de la ville serait incongrue. Parce que si on veut effectivement que nos villes commencent à être vendables ou bien ressemblent à quelque chose, il faut s'y conformer. La mesure sur les taximans, la réflexion des taxis date de 2016, de mai 2016 avec la canne féminine où le ministère des Transports avait demandé que effectivement les chauffeurs de taxi refassent leur taxi, mais malheureusement personne n'a rien fait. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans certains taxis, c'est la rouille qui peut vous tuer, c'est le fer, vous vous asseyez sur de l'eau. Ce n'est pas mal de demander que les chauffeurs de taxi essayent d'améliorer le confort dans leur outil de travail, mais maintenant le procédé peut laisser à désirer. La manière de procéder est problématique. Donc si, comme Père Mbomboka dit, on peut répertorier toutes ces personnes-là et les mettre sous objectif, c'est-à-dire leur donner sensiblement 3 à 6 mois pour se conformer et on les répertorie. La personne qui ne fait pas, on pourra sanctionner au lieu de prendre ça comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. Si on est clair que le chauffeur de taxi doit verser 10 000 à la personne qui lui donne le taxi, au propriétaire du taxi, et que lui ne peut travailler que 3 000 francs par jour pour nourrir sa famille, il y a beaucoup de familles qui n'auront pas à manger. Donc il faut revoir le procédé, comment les amener à le faire, mais tout de même, le maire de la ville a tout à fait raison. Les villes doivent être propres. Il y a des taxis qui sont comme ça. Voilà. Mais maintenant, quand on regarde ces pères de famille en pleine image ce matin, ils savent ça depuis 2016. Oui, il ne faudrait pas tout de même que les gens fassent une comme blessure, si... là, il n'est même pas prêt d'acheter un sérum antitétanique. Il va vous insulter dans son taxi. Descends, on va acheter ta part. Tu es trop jeune pour avoir la voiture. Non, il faudrait qu'il fasse les choses bien. Et pas se plaindre parce qu'on va dire que les gens vont prendre votre parti. Vous avez raison, mais faites votre part tout de même. Allez, on va dire beaucoup de soutien aux taximens qui nous regardent ce matin dans la ville de Yaoundé. Charles Lamel, c'est assez compliqué quand même. Hein. Il faudrait que le maire soit assez conciliant. Il a passé un message, certainement le message est passé, mais qu'il remette au moins la voiture ces derniers pour qu'ils aient se battre, aller à refaire les Tuileries quand même, non? Monsieur Michel Ngacho, je vous parle là avec un pincement dans le cœur. Dans les années 80-86, les parents suppliaient la retraite. Ils suppliaient d'aller se reposer. Quand la fatigue arrivait, 90-91, ils faisaient la transition. De nos jours, on a des parents qui font depuis la jeunesse, qui ont accouché les enfants dans le taxi. Des enfants qui finissent l'école et viennent retrouver les parents dans le taxi. Oui. La conjoncture actuelle dans laquelle le renouveau nous a mis ne permet pas à quelqu'un de s'offrir un véhicule. Pas du tout. Ayons le courage de le dire. Sauf si les bandits... Vous avez les policiers qui dérangent ces taximans.
à longueur de journée. Sortir, il faut payer. Vous avez les papiers, vous payez. Vous n'avez pas de papiers, vous payez. Autant mieux n'avoir pas de papiers, vous circulez. Monsieur Michel Ngatou, je n'encourage pas le faux. J'ai vécu dans la zone de Mokolo et Lobby des scènes qui m'ont horrifié. Vous avez des agents de la mairie qui se cachent. Parfois, vous serrez dans le véhicule, vous serrez juste un peu votre véhicule. Le temps d'une discussion, ils viennent mettre les sabots avec vous dans le véhicule, monsieur Michel Ngatou. C'est de l'exagération. Je dis bien l'exagération. On s'est battu pour démontrer aux Camerounais qu'on n'a plus besoin de vous. Circulez, vous allez voir des papas de 70 ans. Papa de 70, 80, il est assis, il arrête le volant comme ça. Il n'a jamais fait autre chose que le volant. Tu le dis dans le taxi, papa va te reposer. Et il te dit, mon fils, ma fille qui a accouché à la maison, mon fils qui a fait là, l'autre a eu les diplômes. J'ai des grands enfants comme toi qui sont allés à l'école, mais ils n'ont pas pu trouver le travail, ils sont à la maison. Mais vous pensez que la conjoncture permet à ces gens? Lorsque vous venez prendre le taxi à un individu, peut-être même il n'est que chauffeur, ce n'est même pas lui le propriétaire du véhicule, il se bat à lancer, il a dit 2 fois à son patron. Vous pensez qu'il ne va pas nourrir ses enfants? Non. Je pense qu'on devrait rejoindre la politique, ce qu'a dit Mbombo tout à l'heure, voir dans quelle mesure accompagner. Il n'y a pas longtemps qu'on a le ministère des petites et moyennes entreprises a accompagné ces 720 entreprises sur 1171 qu'ils demandaient, qui demandaient des subventions, monsieur Michel Ngatou. On pouvait, comme a dit Mbombo, voir dans quelle mesure créer des banques, la redistribution de la richesse. Créer une banque en disant, bon, aux taximens, on va vous aider comme on fait au Bensikiner. Parce que les Bensikiner font le désordre. On a aidé, c'est le président de Bensikiner qui est sorti, dit que grâce à l'administration au gouvernement, les Bensikiner peuvent s'acheter les terrains, ils peuvent avoir des crédits bancaires. C'était sur les ondes de télévision que c'est sûr qu'on peut permettre aux taximens d'avoir des crédits. D'avoir des crédits, de boire des crédits auto, crédit réparation, crédit ceci pour permettre à ces taximens de pouvoir entretenir et de rembourser. Vous riez parce que vous dites. Non, je ris parce qu'il y a un téléspectateur qui m'a envoyé un message que dit à Dominique Audrey que veut la cogner. Vous imaginez. C'est quand il a le taxi. Il a des taxis. Il faut dire voilà ce qu'on vit. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. L'État devrait mettre des mécanismes au lieu d'utiliser la répression, monsieur Michel Ngatou. Parce que cette répression, regardez les images. Ce n'est pas 10 personnes qui sont là, c'est plus de 50, 100 personnes. Ça devait présenter le malaise. Que le chef de l'État qui est habitué à faire sa magnanimité crée une banque, un crédit, pour mettre en place pour accompagner ces personnes qui ont des difficultés. La magnanimité. Oui, mais vous vous rendez quand même compte que l'avantage que les administrateurs aujourd'hui donnent aux conducteurs de mototaxi, on ne donne pas ça aux conducteurs de taxi. De taxi. On ne donne pas ça aux conducteurs de taxi. Les Bensikino ont un avantage parce qu'on s'est rendu compte qu'à tout moment, les Bensikino peuvent faire cramer la ville. Mais les taximans, on reste tranquille. On devrait aussi mettre ces facilités pour permettre. Vous n'avez pas moyen. Vous savez combien ça fait d'avoir une voiture autorisée, monsieur Michel Ngatou? Vous, au moins, vous en savez quelque chose. C'est pas moins de 150, 200 000. Minimalement 150. Dans les établissements scolaires, parce que j'ai vu des images de jeunes, on a dit de dire aux enfants que si vous ne payez pas, vous n'avez pas de bulletin. Si vous ne payez pas, vous n'avez pas de bulletin. Vous avez ce type de pression. Vous devez sortir. Entre-temps, on a légalisé, on a ouvert les Bensikiner. Non, monsieur Ngatou. On a ouvert. Non, je vous donne un exemple. On a ouvert les circulations aux Bensikiner. Les Bensikiner portent carte désormais sur leur moto parce qu'ils ont la protection du gouvernement. Les taximens ont préféré prendre plus en moto que les taxis. Vous pensez qu'ils font quoi? Reconnaissez. Il faut connaître les réalités de ces gars sur le terrain. Merci beaucoup, Charles. C'est les gars qui souffrent. Autre sujet ce matin, Karine Sontia. La revue des réseaux sociaux, ça bouge. Oui. Les conséquences des régionales, on revient. Joseph Espoir Billon qui, dans une sortie médiatique suite au dépouillement des résultats des élections régionales, par exemple dans le Vouri, il a dit, je cite, « J'aimerais envoyer un message fort au professeur Maurice Kamto pour lui dire que nous sommes désolés de ne l'avoir pas écouté. Nous sommes désolés de ne l'avoir pas compris. » Et c'est avec ces termes-là qu'il a exprimé son désarroi face à la perte qu'a enregistré le PCRN à Douala 5e et particulièrement le Vouri avec 267 pour le scrutin au régional et qui a enregistré finalement 235 voix et pour lui le RDPC finalement s'en va pour gouverner tout seul, s'offusque-t-il. On va l'écouter. Il y a tous ces partis d'opposition qui sont les donneurs de leçons et qui ont continué à me faire croire qu'ils étaient la meilleure opposition et que nous sommes les affidés du RDPC. On leur dit, eh bien voilà ce que notre partenaire nous a fait. Notre partenaire, le RDPC, qui est, parce qu'on a toujours dit, le PCRN c'est la blanche morte du RDPC. Eh bien nous invitons à ceux qui ont toujours vu au PCRN la blanche morte du RDPC de découvrir effectivement historique.
Cette journée nous permet de découvrir la profondeur de notre pays. Et je peux encore envoyer comme ça un message fort au professeur Maurice Kamto en lui disant nous sommes tellement désolés de vous n'avoir pas écouté. Nous sommes tellement désolés de n'avoir pas compris ce qu'il disait. Parce qu'en réalité, au jour d'aujourd'hui, le PCRN avait un potentiel de 20 électeurs dans le... Sauf que lorsque vous écoutez toute la vidéo, vous vous rendez compte que tous ceux qui ont dit au départ que c'était une branche du RDPC, le PCRN, finalement, s'en sortent avec des mentions pas bien du tout. Parce que finalement, si c'était une branche du RDPC, je pense que le RDPC lui aurait donné au moins 2 conseillers, même un conseiller. Qu'est-ce qui vous fait rire Dominique Audrey dans ce vidéogramme? C'était un partage. Ah non, moi bizarrement, j'apprécie bien le personnage parce que il est courageux. Il s'exprime. Que ça... Oui, il s'exprime. C'est un émotif. C'est une personne. Non, Chalamel, qu'est-ce qui vous fait rire dans ce vidéogramme? C'est une personne émotionnelle et c'est bien. Malgré que beaucoup trouveront que c'est maladroit de reconnaître que M. Kamto a eu raison en disant que ça ne sert à rien d'y aller parce que de toute façon, vous allez vous faire entuber. Et voilà, ça, ce sont les conséquences. Et pour les personnes qui pensent que c'est toujours sur la toile, qui pensent que c'est une branche morte du RDPC, rien n'a changé. Ce n'est pas parce que le PCRN n'a rien eu que la façon dont ces gens-là pensent va changer. Au contraire, ils pensent juste que c'est une leçon qu'on aurait donné au PCRN comme ça, qui, d'une certaine façon, a commencé à prendre un peu les ailes. Donc, je rigole parce que j'aimerais bien voir ce qui va suivre pour lui, si jamais il n'aura pas des sanctions venant de sa hiérarchie pour avoir pris sur lui de dire que Kamto avait raison. Alors, Maman Bengan, Billon aujourd'hui, mérite-t-il d'être sacré? Il mérite un prix quand même, non? On va l'encourager ou on va le démotiver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Billon, de votre point de vue? Qu'il a fait quoi d'exceptionnel? Il a dû dire en Mondovision qu'il reconnaît que Kamto avait raison, lui qui est de l'opposition et d'un autre parti politique quand même, qui vient reconnaître ce que le leader de notre parti politique quand même avait proposé. Je reconnais en lui l'honnêteté politique. Oui. L'honnêteté politique parce que tout le contraire de ses autres camarades, les autres disaient ouais, non, on est venu apprendre, on est venu, voilà. Et justement, donc on est venu apprendre. L'honnêteté intellectuelle et politique voudrait qu'il dise, je veux dire, il exprime ce que l'environnement immédiat recommande. C'est que le MRC et Maurice Kamto ont eu raison, ont vu juste. C'est pour cela que nous autres, nous avons toujours dit que la politique n'est pas une science. Même le RDPC qui veut tout s'accaparer a raison. Maurice Kamto, les MRC qui ont tout boycotté parce que le MRC veut nous ramener, le RDPC veut nous ramener à l'espoir de parti unique, ils ont raison. Maintenant, les autres partis, qu'ils veulent apprendre ou pas, qu'ils reconnaissent aujourd'hui que le MRC a raison, et voilà, c'est bon, mais est-ce qu'il est le dirigeant du parti qui va, comment je vais dire, franchir le pas? Je n'en sais rien, je doute d'ailleurs. Moi, je pense simplement que si Billon est intelligent, il faudrait qu'il capitalise, non, Chalamel Battu. Non, alors, il faut dire, monsieur Michel Ngachou, il faut dire d'abord, monsieur Michel Ngachou, que le MRC, le PCRN, autant pour moi, est un parti qui, jusqu'à ce jour, démontre une cacophonie, cacophonie particulière au niveau de la communication. Vous ne connaissez pas qui est communicant du PCRN, qui ne l'est pas, c'est tout le monde qui communique à tort et à travers, élu comme cadre, comme militant, c'est chacun qui fait des déclarations, c'est chacun. Je ne suis pas sûr qu'une telle déclaration comme celle qu'a fait Billon épouse celle du ménage, du leader Cabral Libi. Je ne suis pas sûr et je ne suis pas sûr que cela ne va pas lui valoir des pics au sein du parti. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, il y a eu M. Michel Ngachou, un jeu qui s'est passé avec 2 parlementaires, celle du Conseil constitutionnel et la parlementaire 2.0, où l'une est en train de rappeler à l'autre de revenir aux ordres fondamentaux. Il y a eu le communiqué de Cabral Libi qui lui-même a interdit à tout parlementaire, toute personne qui n'était pas mandatée par le bureau politique de pouvoir s'exprimer. Regardez la toile, ça sort comme ça sort, ça dit n'importe quoi, ça bavarde, et puis à la fin vous ne comprenez plus là où on est en train d'aller.
Et pire, même encore, je vais vous dire, il y a eu la sortie, au soir du 6 décembre, il y a eu la sortie de Jacques Famendongo. Je vais vous lire cette partie où il a dit, vous voyez que Cabral serait le grand perdant de ces élections. Point. Si j'étais à sa place, je me ferais une introspection. Point. Est-ce que j'ai été arrogant? Est-ce que j'ai été auto-glorificateur? Est-ce que j'ai été suffisant? Imaginez-vous qu'est-ce que cela veut dire, une sortie comme celle du professeur Jacques Famendongo. Raison habillant. Non, du professeur Jacques Famendongo, qui sont au sujet de Cabral Liby. Jacques Famendongo. J'ai dit Jacques Famendongo. D'accord. Qui est sorti la soirée électorale du 6 décembre 2020, qu'il fasse ses sorties, et que quelques heures plus tard, Billon prenne la parole et qui tienne ce langage. Vous vous rendez compte maintenant que aussitôt dit, aussitôt fait, on se retrouve avec un ensemble une relation, des corrélations. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre le PCN et le RDPC? Point d'interrogation, nous n'allons pas aller fouiller, on s'arrête aux faits et aux dits. Vivement que Cabral Liby essaie de rassembler ses troupes et qu'il essaie de revoir M. Michel Ngatou. Ce n'est pas parce qu'il a pris certaines personnes de l'UPC, je veux préciser là-dessus, comme il a récupéré certains militants de l'UPC, qu'il pense qu'on a détruit, il a détruit en eux l'âme immortelle de l'UPC. L'UPC revient bon, Menga. Mais attendez. Parce qu'il risque de faire comme le L'âme immortelle, non, l'UPC est l'âme immortelle du peuple camerounais. Merci beaucoup. Allez, il Allez, ne peut pas mourir, l'âme ne meurt pas. Il peut garder ses merci tentacules. infiniment, Bonbon. Merci Karine et Charles, Dominique. Constil Amine, vous nous retrouvez à nouveau. Vous réparez votre micro, ça va? C'est bon? Vous êtes avec nous? Merci beaucoup. Ça va? Son micro n'est pas allumé? Mais ça va très bien, bien entendu, Michel Ngatou. Voilà. Ça va très bien bien d'ailleurs. Hein. Ça se ressent à travers, bien entendu, l'ambiance que les téléspectateurs offrent bel et bien au concept Salaka. Alors, l'un des produits phares du concept Salaka à travers le mot Correcta des Posta, ce mot qui fait aujourd'hui la une au Cameroun et dans certains pays africains, même dans le monde, Correcta des Posta est encore en présentation facile et intégrale pour le compte, bien sûr, de ce mardi matin. Alors, pour ce qui est de la fin d'année 2020, j'invite bel et bien les téléspectateurs qui n'ont pas encore leur correcteur de posture à en avoir. Oui, le correcteur de posture est très très important. Il permet de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir, bien entendu, comme tout ce qu'il y a comme douleur au niveau du dos. Il permet également de nous redresser notre dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau du dos. C'est une véritable jaquette médicale qui est conseillée même par les médecins, conseillée par tous ceux-là qui ont besoin, bien entendu, de voir les autres être en bonne. Et ce matin, j'attire l'attention une fois de plus de tous les téléspectateurs que le Correcta des Posta est toujours en pleine double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Parlons de la disponibilité des tailles. Toutes les tailles sont bel et bien disponibles au magasin 1001 tapis, que ce soit la taille L, la taille S, la taille M, la taille XL, la taille double XL et même la taille standard. Deux couleurs vous attendent au magasin 1001 tapis. La couleur blanche et la couleur noire. Le correcteur de posture se porte comme une jaquette. On n'a pas besoin de dormir avec le correcteur de posture. On peut faire le sport avec le Correcta des Posta. On peut aller au champ avec le Correcta des Posta. On peut courir avec le Correcta des Posta. On peut conduire avec le Correcta des Posta. Alors chacun devrait avoir son correcteur de posture chez lui à la maison, qui est en double réduction actuellement à 9 500 francs au lieu de 10 000. Quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, vous l'avez à 9 500 francs. Votre Correcta des Posta au magasin 1001 tapis. Livraison à domicile, livraison dans tout le Cameroun pour ceux qui ont besoin du correcteur de posture. Merci beaucoup et bienvenue au magasin 1001 tapis. Merci encore, Constil Amine. Madame, messieurs, nous allons vous quitter d'ailleurs non seulement en vous rappelant simplement que la colère exprimée ce jour ne s'arrête pas là, parce qu'on nous fait savoir que même les cadres des EPS ont une partie de leur état des besoins qui est en rapport avec le volet santé, et depuis 5 ans, ils ne les reçoivent pas. Le Cameroun semble être très cruel. À demain.